Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de ce concours Ma Recherche. La recherche fait son show, organisé par l'Université de Toulon. Je trouve que ça le fait pas terrible. Hein. Bon, je sais qu'on n'est pas au théâtre, mais on reste à faire, tu sais, avec les applaudissements, les cris, le lancement, quoi, tu vois. La recherche fait son show, quoi. Ouais, c'est ça. L'Université de Toulon, bonsoir. On vous accompagnera ce soir avec David Galli de l'INSIC. Et Bilal, également de l'INSIC, l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Avant de commencer, on vous demandera bien sûr de mettre vos téléphones portables en mode silencieux et de vérifier chacun et chacune que vous avez bien un stylo et un bulletin de vote. Donc vous l'avez remarqué, le stylo il est en orange et la couleur du bulletin de vote en vert. Vous l'avez tous? Toutes? C'est bon? Vous l'avez remarqué, on a misé sur les couleurs ce soir. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer cette soirée, on va appeler le président de l'Université de Toulon, M. Éric Moutin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En 3 minutes, vous aussi alors? En 180 secondes. En 180 secondes. Allez. Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la représentante de Monsieur le Président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers doctorants, j'aurais aimé vous accueillir au Théâtre Liberté. Il y avait dans le fait de sortir de l'université tout un symbole. Ce sera pour une prochaine fois. C'est un plaisir et une fierté pour moi de vous accueillir ici, dans ce bâtiment totem qui est au cœur de la cité. L'événement qui nous rassemble ce soir est une première pour l'université. Ce sont 9 doctorants, puis 8 enseignants-chercheurs de l'université qui vont présenter leurs travaux de recherche. La recherche développée à l'université est une recherche plurielle. Elle se fait en sciences humaines ou en sciences dures. Elle est théorique, parfois appliquée. Elle est conduite par des gens toujours passionnés. Et j'espère que vous serez transportés par l'énergie positive qui se dégage de nos chercheurs. Nous assistons depuis quelques mois à une transformation silencieuse, au sens de François Julien. Cette transformation silencieuse a un impact fort sur les acteurs de l'enseignement supérieur. TPM est devenue métropole. La métropolisation ne signifie pas une couche administrative supplémentaire dans un millefeuille déjà complexe. La métropole est un outil au service de la visibilité, de l'attractivité, du rayonnement de notre territoire. Avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur, CAEJ, l'ISEN, l'École des Arts, le pôle École Méditerranée, l'IFP-VPS, nous partageons une communauté de destin au service du territoire qui nous est cher. Et nous devons, plus que jamais, sortir de nos murs, faire connaître ce que nous faisons, travailler en synergie, travailler en réseau. C'est, vous l'avez compris, tout l'esprit de cette soirée qui nous réunit. Cet événement n'aurait pas pu voir le jour et pas pu exister sans l'énergie chevillée au corps des collègues du service communication, des collègues du pôle audiovisuel, des collègues travaillant au service des écoles doctorales. Ils ont su ce matin, au pied levé, rebondir et trouver une solution pour que cet événement puisse se tenir. Je voudrais les remercier sincèrement. Je tiens également à remercier tous les chercheurs qui ont accepté de se prêter au jeu de cet exercice original. Présenter une thèse en 3 minutes, présenter une recherche en 10 minutes, ce n'est pas quelque chose qui est 30 secondes. Je souhaite enfin témoigner ma gratitude aux collectivités territoriales qui nous soutiennent de façon dynamique et bienveillante au quotidien. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci Monsieur le Président du Président. Il a respecté le temps. Et on va accueillir maintenant la représentante de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, Manon Fortias, sous applaudissements, s'il vous plaît. Madame la le timing n'est pas parti.
Ah, c'est bon, merci. Madame la conseillère régionale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames les directrices des écoles doctorales, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi de profiter de l'ouverture de cette soirée dédiée à la recherche pour vous transmettre le message de bienvenue et d'encouragement dans vos travaux d'Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon, président de Toulon Provence Méditerranée, que je suis heureuse de représenter ici aujourd'hui. Que ce soit en centre-ville de Toulon ou sur le site de la gare de la Valette, la réputation de votre établissement n'est plus à faire. Du fait de son impact sur l'innovation, sur la compétitivité et sur les progrès de la société, la science avec un grand S est aujourd'hui reconnue comme le premier vecteur de développement indispensable aux entreprises mais aussi aux territoires. Soutenir la science, la recherche, le développement numérique, c'est exprimer une véritable ambition pour notre territoire, celle d'une stratégie concertée qui associe l'ensemble des acteurs du développement économique, de la recherche et de la formation supérieure. C'est la raison pour laquelle TPM soutient activement l'enseignement supérieur par différents biais. Tout d'abord, en participant à la construction de structures adaptées à l'enseignement supérieur, bien sûr, notamment ce bâtiment, mais aussi en subventionnant les établissements comme CITEC, l'USTV, l'UTLN, l'ISEN. Elle soutient également la vie étudiante en construisant du logement étudiant et en développant le réseau culturel de l'agglomération. J'en veux pour preuve le futur médiathèque de Chalucé. Son ambition est de faire de Toulon ville-centre une véritable ville étudiante, foisonnante de jeunesse et de vitalité. Enfin, grâce à notre investissement dans le numérique, le virtuel, la 3D, la fibre optique, la French Tech, nous pouvons offrir aux étudiants et aux chercheurs les meilleures conditions possibles de travail dignes d'une grande métropole ambitieuse et résolument tournée vers son avenir. Ouvrir la ville aux étudiants, développer un milieu favorable à leur épanouissement, c'est envoyer un message de dynamisme et de confiance à notre jeunesse qui doit hélas parfois et souvent affronter un contexte parfois bien difficile. Cette manifestation visant à valoriser la recherche scientifique s'intègre donc parfaitement dans cette volonté d'ouverture que promeut TPM. Les espaces de dialogue et de partage comme celui qui nous rassemble aujourd'hui sont en effet indispensables. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos travaux, dans vos recherches, mais l'excellence prend naissance et se développe grâce à ce type de rendez-vous qui permet à chacun de mettre en synergie ses compétences et ses savoirs. La science n'avance pas seulement dans le secret des laboratoires, elle avance en échangeant, en se rencontrant. Elle avance là aujourd'hui en ce moment grâce à vous et je vous en remercie. Je vous remercie de nous faire découvrir vos travaux, mais surtout de nous rendre compréhensibles des sujets si complexes. Que vous souhaitez pour la suite, sinon de continuer à viser l'excellence, mais surtout que cela tienne en 180 secondes. Merci. Allez, on va accueillir maintenant représentante de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Madame Josie Chambon. Bonsoir. Madame la représentante d'Hubert Falco, président de la métropole, Monsieur le Président, Mesdames les directrices des écoles doctorantes, mes chers étudiants et bien sûr les professeurs, écoutez, tout d'abord, à l'instar de nos compétiteurs, nous avons décidé de nous exprimer en 180 secondes, en forme un peu forcée. Et je peux vous dire que ça fait bien rire le président Renaud Muselier. Je crois que son fou rire a dépassé 180 secondes. Donc je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et d'ouvrir cette soirée placée sous le signe de la recherche scientifique, de la réflexion et de l'éloquence. La région Sud, maintenant on l'appelle comme ça, Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutient, à travers son schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, voté en 2017, toutes les initiatives qui apportent visibilité, attractivité à nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche régionaux, et particulièrement l'Université de Toulon. Mais évidemment, elle soutient ses nombreux talents. Et vous en êtes l'exemple vivant ce soir. Ainsi, le soutien à la culture scientifique est réaffirmé en 2018 par le président Muselier, et cela malgré les baisses de dotation décidées par l'État. Cependant, les subventions sont importantes et il est important pour l'exécutif régional de soutenir
toutes les démarches provenant d'associations, de clubs, d'établissements universitaires et qui ouvrent à la diffusion de la science ou de la recherche. Alors je pense à l'association Gulliver, qui, grâce à un projet intitulé Fête de la science, permet la création d'actions dans le seul but de faire rayonner les sciences sous toutes ses formes dans le Var. Et si je prends un peu de hauteur, un tout petit peu, au club d'astronomie Vega, je ne sais pas si vous connaissez, qui promeut sa 20e édition, et on trouve l'astronomie et l'exploration spatiale via des concours, un peu comme ce soir. Donc c'est aussi en 2017 un taux d'objectif de réorganisation immobilière universitaire de l'ordre de 60% ou encore d'opérations d'investissement à hauteur de 61% en faveur de la recherche dans notre région. Ce sont des chiffres satisfaisants. Alors ce soir, que vous soyez doctorant, enseignant, chercheur, vous devez nous faire découvrir votre travail, votre maturité scientifique, mais également votre pugnacité. Merci, mais franchement, vous avez raison de rire à M. Muselier, de passer avoir du temps. Faites pas comme moi, parce que je me suis pourtant avant de venir, mais je crois que les soupirs, vous voyez, les silences entre deux phrases, ça m'a coûté cher. Merci Madame la Représentante. Merci. Merci pour ce discours, à peine plus de 180 secondes. Alors, Guylaine, si tu veux bien, on va passer maintenant à une petite présentation des règles. Nous avons des étudiants peut-être qui connaissent, des doctorants qui connaissent, des chercheurs qui connaissent, on a aussi des lycéens, j'ai entendu le lycée Mossy qui est dans la salle, par exemple. Seine-sur-Mer. On rappelle que ce sont, dans cette première partie, ceux qui vont concourir, ce sont des jeunes chercheurs en doctorat à l'Université de Toulon. Et c'est vous qui allez voter pour votre candidat préféré. C'est ça, Guylaine? C'est exactement ça. Et je vous rappelle qu'un tirage au sort a été fait pour déterminer l'ordre de passage de ces candidats. Dans cette première partie, vous l'avez compris, donc, ce sont des doctorants, des jeunes chercheurs, ils n'auront que 180 secondes. Quand le candidat sera prêt, il fait signe de sa main au maître du temps qui est Guillaume ce soir. Et j'ajoute également que la recherche fait son choix est avant tout un exercice de vulgarisation scientifique, également un concours d'éloquence. Vous pouvez noter vous-même ce que vous souhaitez sur vos petits bulletins à chaque présentation. C'est donc à vous d'écouter, d'applaudir et de décider quel sera votre candidat préféré. Alors maintenant, David, maintenant que les règles et les enjeux sont avancés, que le chrono est opérationnel, on a le OK, très bien, nous allons pouvoir passer à la première candidate. Et c'est une candidate. Eh oui. Donc nous accueillons sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Faiza Asnaoui. C'est la première, on peut la dire un petit peu. Alors, Faiza, vous êtes en 6e année de thèse au sein de l'école doctorale 509 et membre du laboratoire LEAD, laboratoire d'économie appliquée au développement. Et enfin, vous travaillez sous la direction de Maurice Capin. Absolument. Vous allez bien? Super. Ouais, Ça se voit pas? Ouais, c'est bien. Faiza, ne vous inquiétez pas, le micro, tout sera réglé normalement. La régie nous donnera le OK. Si elle recule un peu ou elle avance, c'est très bien. Faiza, on vous rappelle que vous avez 180 secondes pour cette présentation. Je vous rappelle aussi votre titre de thèse. Vous pouvez le voir derrière. Intégralité territoriale et développement économique en France. 1800. D'accord 2010. C'est bien ça? À peu près. Et vous vous sentez prête? On la laisse se concentrer, et vous vous sentez prête? Un signe de la main au maître du temps. On dit bonne présentation. Merci. Ah, l'amour. Ce sentiment presque indescriptible
qui va pousser deux personnes à vouloir s'unir et vivre ensemble. Figurez-vous que la grande romantique que je suis en a fait le sujet de sa thèse, en économie. Vous êtes perplexe? Bon d'accord, ma thèse ne porte pas exactement sur les relations amoureuses, mais sur les relations entre les agents économiques, qui peuvent être des personnes, des ménages ou des entreprises. En somme, vous et moi. Alors, en tant qu'agent économique, nos relations ne consistent pas vraiment à nous aimer. Enfin, on a le droit, mais ce n'est pas vraiment mon sujet. Ce qui m'intéresse, ce sont nos relations économiques dans l'espace, c'est-à-dire la façon dont les agents économiques se répartissent dans l'espace pour produire des richesses ensemble. En économie, on appelle ce phénomène la concentration géographique des richesses. Dans ma thèse, je m'intéresse à ce phénomène à l'échelle de la France entière. J'observe comment les activités se concentrent au profit de certains territoires et au détriment d'autres. Pour le mesurer, je m'appuie sur un indicateur que vous connaissez tous, le PIB, qui mesure la valeur des richesses créées. Et j'utilise un indice qui calcule le degré de concentration dans l'espace de ces richesses. Si nous, agents économiques, avions été un couple d'amoureux, ça aurait été comme si je cherchais à mesurer l'intensité de notre amour, finalement. D'ailleurs, si ça avait été le cas, j'irais même encore plus loin. Je chercherai à décrire comment l'intensité de notre amour a évolué tout au long de l'histoire de notre relation amoureuse, depuis ses tout débuts. Et oui, l'objectif de ma thèse est de décrire comment le degré de concentration spatiale des richesses a évolué en France tout au long de l'histoire du développement économique, en remontant jusqu'au début du XIXe siècle. En faisant ça, je veux vérifier une hypothèse. Je veux vérifier si la concentration spatiale suit, au cours du temps, une courbe d'évolution en forme de cloche. Et donc vérifier si, au début du développement, c'est-à-dire pendant l'industrialisation, la production des richesses s'est d'abord concentrée dans l'espace, progressivement, puis de plus en plus. Et puis vérifier si, avec la poursuite du développement, cette tendance à la concentration s'est ensuite ralentie pour ensuite se réduire. Mine de rien, on retrouve cette même courbe en cloche de la concentration spatiale des richesses dans l'histoire économique de nombreux pays développés. C'est le cas de l'Espagne, de l'Angleterre ou encore de l'Italie. Mais pour la France, on manque encore de preuves. C'est là que ma thèse apporte tout son éclairage. Vous voulez en savoir plus? Il ne me reste que quelques secondes pour vous inviter à lire ma thèse. À la lire comme vous pourriez lire un roman d'amour, dans lequel je retrace l'histoire de nos relations économiques dans l'espace, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, bonne lecture. Alors maintenant c'est important, notez bien tout ce que vous avez retenu, faites vos petites notes. On va continuer avec justement de l'économie, Guylaine. Et oui, on va accueillir sous vos applaudissements Bastien Bonigioni, s'il vous plaît. Alors Bastien, vous êtes en 4e thèse au sein de l'école doctorale 509 également, et vous êtes également membre du laboratoire LEAD, comme on l'a dit tout à l'heure, du laboratoire d'économie appliquée au développement. Vous travaillez sous la direction de M. Philippe Gilles. Oui. C'était pour le faire en 191 ? Oui, ça fait. Bref. Bastien, le titre de votre thèse est le suivant. Intégration des pays du sud du bassin méditerranéen et effet d'annonce de la Fed. Bastien, dès que vous vous sentez prêt, vous avez le maître du temps, qui est Guillaume, juste à côté, avec un signe de la main, vous commencez. Bonne présentation. Imaginons que l'alarme du bâtiment se mette à sonner et qu'il s'agisse d'une alerte au tsunami. Votre premier réflexe, c'est d'évacuer la salle en moins de 173 secondes. L'effet réel, c'est la vague qui vient frapper le bâtiment. Et pourtant, vous avez réagi dès son annonce, pas à l'arrivée de la vague. Avec cette simple image, je viens de vous définir ce qu'est un effet d'annonce. Et c'est ce qui m'intéresse dans ma thèse. L'image du tsunami, on pourrait l'utiliser pour de nombreux événements en économie, notamment après la crise financière de 2007. Elle a poussé les banques centrales des pays développés à mener des politiques monétaires inhabituelles. Dans le cas de la Banque centrale américaine, cela a résulté par la mise en circulation de 3 500 milliards de dollars. On imagine bien que cette énorme masse de dollars a déferlé dans l'ensemble des marchés, tel un tsunami. Or, en 2013, la Banque centrale américaine a considéré que la situation économique s'était améliorée.
Elle a annoncé le début du tapering, c'est-à-dire une diminution progressive, puis un arrêt de ces politiques inhabituelles. Pour le dire plus simplement, elle s'apprête à retirer cette énorme masse de dollars qui est en circulation dans l'économie. De nombreux travaux ont cherché donc à comprendre les effets de ces annonces sur les gros marchés financiers. Ce que je veux montrer dans ma thèse, c'est que même un petit marché financier, tel que les pays en développement, peuvent être impactés par ces annonces. Mon hypothèse, c'est que ce n'est pas parce qu'on est un petit point dans l'océan qu'on ne peut pas subir des tsunamis. Il suffit juste de se trouver dans l'océan où a lieu ce tsunami. Et ces petits marchés financiers, ils font déjà partie du système financier international. Et après s'être habitués à profiter de cet océan de dollars, le voir se retirer ne sera pas sans répercussion. J'utilise donc des données quotidiennes des marchés boursiers de ces pays et regarde leur évolution uniquement autour des annonces de la Banque centrale des États-Unis. En économie, on utilise beaucoup les tests statistiques, avec des modèles sélectionnés pour vérifier nos hypothèses. C'est une sorte de machine qui utilise mes données triées et qui utilise un processus que j'ai sélectionné. J'obtiens ainsi des résultats interprétables tout en sachant s'ils sont robustes, c'est-à-dire fiables. À des degrés divers, mes résultats montrent que les marchés boursiers de ces pays sont impactés négativement par les annonces de tapering ou positivement s'il est reporté. En montrant que ces pays subissent un simple effet d'annonce, un effet très court terme, je montre que même si on a un point minuscule dans cet océan, on peut subir des effets de propagation des politiques monétaires internationales. Et c'est un enjeu de comprendre ces phénomènes pour ces pays, surtout pour les pays en développement qui veulent ou qui ont commencé leur intégration au système financier international. Je montre dans mes travaux qu'ils doivent tenir compte impérativement de ces phénomènes et les anticiper. Merci à tous. Toujours n'oubliez pas de noter la vulgarisation scientifique, l'éloquence aussi, vos propres choix au niveau du vote. Et bien maintenant on va parler d'informatique. Effectivement, David, dans l'accueil, sous vos applaudissements. Bonjour, Vincent Marié. Bonjour Vincent, vous êtes en 3e année de thèse, au sein d'école doctorale 548 cette fois-ci, et membre du laboratoire LIS, laboratoire sciences de l'information des systèmes, travaillé sous la direction de Frédéric Bouchard. C'était correct. Le titre. Le micro est bien installé, oui, c'est bon, tout va bien. Très bien. Le titre de votre thèse est Détection et suivi en temps réel de cibles marines multiples pour assistance à la tenue de situations. C'est ça. Dès que vous vous sentez prêt, Vincent, un petit signe à la main au maître du temps, c'est quand vous voulez. Le naufrage du Titanic aurait-il pu être évité? Pour répondre à cette question, replaçons-nous dans le contexte. À l'époque, l'unique système de surveillance à bord d'un navire était des marins placés en haut du mât, la fameuse vigie. Leur rôle était de prévenir des menaces, comme des objets ou des bateaux aux alentours. Et c'est bien ce que faisaient les deux veilleurs du Titanic lorsqu'ils aperçurent un immense bloc de glace à seulement 500 mètres de distance. Alors pourquoi l'ont-ils vu si tard et surtout comment l'ont-ils détecté? Imaginez que vous prenez le rôle de ce marin. Vous êtes perché à 30 mètres de haut dans un froid glacial. C'est une nuit sans lune. Votre visibilité est donc réduite. Et pour couronner le tout, la mer est calme, et donc aucune écume sur les bords de l'iceberg qui aurait pu vous aider à signaler sa présence plus tôt. Vous apercevez enfin une forme qui se dessine au loin. Comment? Grâce à la capacité de votre système de vision, c'est-à-dire vos yeux, à différencier le fond de la forme. Eh bien, c'est précisément ce processus que ma thèse et moi tentons de reproduire, voire même de surpasser, pour améliorer la surveillance maritime. J'utilise pour cela un système de vision par ordinateur. On remplace le cerveau par un ordinateur et les yeux par des caméras. L'avantage est qu'elles permettent de voir à la fois le jour, mais surtout la nuit. Mais tout n'est pas si simple. Pour relier les deux, il faut développer un programme, et c'est précisément l'objet de ma thèse. Je m'appuie pour cela sur l'élément principal qui permet de différencier un objet du fond de la mer, sa rigidité. Mais la grande difficulté est de programmer les équations mathématiques de cette rigidité, sachant que je n'ai pas accès au point physique de l'objet, mais uniquement aux pixels des images. Alors comment est-ce que je m'y prends? Je divise l'image en petites régions que je vais suivre au cours du temps pour en analyser la déformation. Une région correspondant à un objet sera quasiment la même que je la regarde maintenant ou 5 secondes plus tard, alors qu'une région correspondant au fond de la mer aura beaucoup plus varié du fait de son caractère liquide. Au final,
j'obtiens les positions des objets dans l'image que je vais pouvoir suivre, identifier et en mesurer le niveau de menace. Alors avec un tel système, le naufrage du Titanic aurait-il pu être évité? Celui-ci n'a malheureusement pas pu éviter l'iceberg en 500 mètres de distance à cause d'une erreur humaine. En revanche, avec la technologie actuelle, nous sommes capables de voir des objets à plusieurs dizaines de kilomètres. Un tel système aurait donc apporté des informations beaucoup plus tôt aux pilotes, qui auraient probablement pris la bonne décision à temps, et nous aurions ainsi pu éviter le drame du Titanic. Merci. Merci beaucoup. Avant d'installer, on va vous laisser quelques instants pour noter quelques informations. Vous avez entendu, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'université, qui découvrent, vous avez entendu l'école doctorale 509, l'école doctorale 548. J'aimerais, avant de continuer, déjà qu'on applaudisse peut-être les secrétaires, les organisateurs, vous voyez un petit peu qui participent aussi à l'organisation. On a vu le secrétaire, on verra les directrices tout à l'heure. Applaudissements, s'il vous plaît. L'école doctorale. Maintenant, on va se diriger du côté des mathématiques. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le prochain candidat, Oussam Abdoulaziz. Bonsoir Oussam, vous êtes en 3e année de thèse au sein de l'école doctorale 548, donc, et membre du laboratoire IMAT, Institut de mathématiques de Toulon. Vous travaillez sous la direction de M. Pierre Sébechi, c'est ça? Oui. Tout est fait, le cours est en place, ce matériel aussi fonctionne. Il a quel est le titre de la thèse? Je rappelle le titre, on pourra lire juste là. Homogénéisation de composites élastiques périodiques à fort contraste. Conception de métamatériaux de second gradient. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Dès que vous sentez prêt, le maître du temps. À ma droite, On vous laisse la parole. de la présentation. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par une petite devinette. Quel est le point commun entre les ailes d'avion, les pièces de voiture et les planches à voile? Pas évident, n'est-ce pas? En fait, le point commun entre tous ces objets, nous le possédons tous et l'utilisons dans notre quotidien, peut-être sans le savoir. Il s'appelle matériaux composites, c'est-à-dire des matériaux constitués de fibres et de résine. L'objectif de ma thèse est d'étudier ces matériaux composites du point de vue mathématique. Je m'intéresse particulièrement à une classe de matériaux composites qui se modélisent comme la répétition des mêmes motifs dans toutes les directions. C'est l'exemple de la structure que vous voyez à l'écran. Le motif est mis à l'évidence en bleu. Si vous voulez un autre exemple, vous allez dans un magasin, vous trouverez des cartons à nid d'abeille. Mesdames et messieurs, j'ai un rêve à vous raconter. J'ai fait un rêve qu'un jour, nous pourrons remplacer les fibres de carbone qui se trouvent dans les ailes d'avion par des matériaux intelligents. C'est-à-dire des matériaux qui pourraient imiter le système humain, le système nerveux humain. Alors, si je vais vous décrire la propriété que j'attends de ces nouveaux matériaux, je vais vous hypnotiser pendant quelques secondes. Fermez les yeux, imaginez un matériau. Vous tirez sur une partie de ce matériau en essayant de l'allonger. Surprise, tout le reste s'allonge. Est-ce qu'en vrai, vous voyez dans la vie quotidienne un des matériaux? Non. C'est pourquoi je me suis lancé 2 défis. Le premier défi, c'est de démontrer la faisabilité de ces nouveaux matériaux de façon rigoureuse, c'est-à-dire en faisant parler des formules mathématiques. Mon deuxième défi, c'est de fabriquer un matériau, un prototype de ces nouveaux matériaux par impression 3D. À l'heure actuelle, je peux vous dire que j'ai remporté le premier défi. Quant au deuxième défi, il est difficile, mais pas impossible. J'ai donc décidé de poursuivre mon rêve tout en espérant que les applications concrètes de ma recherche apparaissent dans les années à venir. Je vous remercie. David, je te propose de faire quelque chose avant d'accueillir le prochain candidat. On a remercié les 2 écoles doctorales
Mais peut-être il faudrait souligner ce que l'une des deux fait, ou les deux en même temps. Sinon, je commence par l'école doctorale 509. Donc, c'est une école pluridisciplinaire créée en 2008. Elle est structurée autour de la thématique civilisation et société euro-méditerranéenne et comparée. L'adossement à la recherche est assuré par 6 laboratoires qui sont en sciences humaines et sociales de l'Université de Toulon. Donc, on a le CDPC, le CERC, le LEAD, le CERGAM, GRM, Babel et l'IMSIC. Et bien justement, on retourne en sciences humaines, et plus particulièrement en sciences de gestion avec le prochain candidat d'élève. Des applaudissements s'il vous plaît, Ludovic Casselli. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. En deuxième année de thèse au sein de l'école doctorale en Maladie 509 et membre du laboratoire CERGAM, Centre d'études et de recherche en gestion. Vous travaillez sous la direction de M. Sali Benardi. Vous êtes prêt à partager vos travaux avec nous? Oui, bien sûr. Je peux te reculer. Alors, je rappelle le titre de votre thèse qu'on peut lire juste derrière. Essai sur la performance sociétale des entreprises dans un contexte international, une approche pour les modèles de capitalisme. Vous avez 180 secondes, alors le micro, on va bien. Ça va, On est bon. bien. Vous faites une très bonne présentation, vous avez 180 secondes. Je vais vous parler ce soir de performance, et plus précisément de performance d'entreprise. Alors, si on pose la question dans une entreprise, qu'est-ce que la performance? Le gestionnaire va vous répondre, l'entreprise est performante quand elle est très rentable. Si on pose la question à un financier, il va vous dire c'est le rendement de mes investissements qui font que mon entreprise est responsable et rentable ou pas. Alors, moi je ne travaille pas sur ce qu'on appelle ici la performance économique et je travaille plutôt sur la performance sociale et sociétale. Alors, qu'est-ce que la performance sociétale? C'est la performance qui mesure l'impact de l'entreprise sur son environnement. Alors, l'environnement de l'entreprise, c'est à la fois, au sens large du terme, c'est à la fois en interne, ses salariés, mais c'est aussi tous les acteurs qui transitent autour. Vous avez les banquiers, vous avez ses fournisseurs, vous avez les fabricants, etc. Alors moi, je mesure la performance sociétale au travers de différents éléments et 3 axes d'études de recherche et de mesure se mettent à jour. Le premier axe, c'est l'environnement. Je vais utiliser des données environnementales et la performance d'une entreprise environnementale, c'est par exemple celle qui va réussir à limiter ses déchets. Deuxième axe, c'est l'axe social. Une entreprise performante, c'est celle qui va par exemple réussir à donner à ses salariés de bonnes conditions de travail. Et le troisième axe, c'est l'axe de la gouvernance. L'entreprise qui est performante au niveau de la gouvernance, c'est celle, par exemple, qui va réussir à avoir une certaine une non-opacité de ces informations. Alors, pour travailler là-dessus, j'utilise des bases de données qui sont issues d'agences internationales et qui me permettent de rechercher les leviers qui permettent aux entreprises d'être performantes à la fois au niveau économique, mais aussi au niveau sociétal. Alors mes premiers résultats montrent que la notion de performance sociétale est très différente selon le lieu où on se trouve. La performance sociétale aux États-Unis est très différente de celle qui peut être observée en France, et tout cela me pousse à mettre en place de nouvelles hypothèses et à chercher ce qui pourrait pousser les entreprises à être plus performantes, à la fois économiquement et à la fois au niveau sociétal. Je vous remercie. Alors, continuez, n'oubliez pas de noter les informations que vous noterez tout à l'heure. On va demander votre attention, s'il vous plaît, puisqu'on va rester en gestion fidèle. Et oui, sous vos applaudissements, on accueille Faisal Ayed Saadi, s'il vous plaît. Bonsoir, vous êtes en deuxième année de thèse, rattaché à l'école doctorale 509 et membre également du laboratoire CERGAM. Vous travaillez sous la direction de Mme Véronique. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il est également. On va passer au titre de thèse. Alors, votre titre, c'est la divulgation des informations sociétales, différence entre les entreprises familiales et les entreprises non familiales. C'est ça. Faisal, et vous vous sentez prêt, le maître du temps à ma droite, c'est la même présentation. La succession des crises écologiques et sociales ont beaucoup contribué à une prise de conscience collective. C'est la preuve. On s'intéresse de plus en plus à des concepts liés à la dégradation de l'environnement, aux conditions de travail des salariés, ou encore à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Cet engouement est à l'origine de l'émergence des normes et des lois en faveur de la divulgation sociale et environnementale qu'on appellera la divulgation sociétale. Alors, pour bien comprendre cela, il suffit d'analyser l'évolution du cadre réglementaire en matière de responsabilité sociale des entreprises. Prenons l'exemple de la France. En 1977, la loi sur le bilan social avait pour but d'obliger les entreprises à divulguer des informations uniquement sur les conditions de travail de leurs salariés. Par la suite, en 2001, la loi MRE vient à renforcer, afin justement d'inclure des informations environnementales dans le rapport. Et enfin, en 2012, le législateur a voulu un petit peu élargir la cible afin d'avoir un public plus important à travers la loi de Wasserman. Cependant, le chemin reste encore lent. Et donc, ces lois ne suffisent pas pour prévenir les risques éventuels liés aux différentes activités des entreprises. Et là, vous allez sans doute me dire pourquoi. Eh bien, pour la simple raison que ces organisations doivent avoir une obligation morale, en considérant la divulgation sociétale comme un moyen qui leur permettrait d'avoir une meilleure transparence, mais aussi de gagner une certaine légitimité vis-à-vis des parties prenantes. Et c'est justement cette notion de légitimité qui m'a poussé à m'intéresser plus particulièrement à l'entreprise familiale. Car ce qu'il faut savoir, cette structure organisationnelle accorde un intérêt primordial par la préservation de son image, et donc elle peut être amenée à divulguer plus d'informations comparativement aux autres types d'organisations. C'est ce que justement je vais tenter de démontrer dans mon travail de recherche. Mais pour cela, je dois tout d'abord analyser l'ensemble des rapports de mon échantillon, en distinguant bien entendu les entreprises familiales et les entreprises non familiales. Cela va me permettre de voir sur quoi communique chaque entreprise, mais aussi sur quoi elle évite de communiquer. Par la suite, je vais vérifier la fiabilité de ces informations, en assurant que ces entreprises-là ont bien fait appel à des organismes indépendants qui ont certifié ces rapports. Et donc, si tel est le cas, nous pouvons dire que les informations divulguées reflètent bel et bien la réalité. Dans la seconde phase de mon travail empirique, je vais tenter de construire un modèle économétrique dans lequel j'expliquerai justement le niveau de divulgation sociétale des entreprises familiales et des entreprises non familiales. Pour terminer, Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, soyons tous responsables. » Merci. Merci. Donc, tout à l'heure, on a présenté, enfin, j'ai présenté l'école doctorale 509, on va présenter l'école doctorale 548 maintenant. N'oubliez pas de noter les informations sur chaque candidat. Et donc, l'école doctorale 548, donc sciences, vous avez différents laboratoires que vous retrouvez, vous allez retrouver tout au long de cette soirée. MIO, par exemple, MAPIM, M2LP, IMA, qu'on a présenté tout à l'heure, l'Institut de mathématiques de Toulon. Vous avez également le CPT, Centre de physique théorique, le LIS, on l'a présenté également, et enfin Cosmer, que l'on présentera un peu plus tard avec un candidat qui est. Alors, on passe en gestion. On passe en gestion. Et il faut savoir que le tirage au sort a voulu que les 3 candidats en gestion passent, donc se suivent, passent en même temps. Nous allons accueillir Samir, débat sous vos applaudissements. Alors bonsoir Samir, vous êtes en 3e année de thèse au sein de l'école doctorale 509 et membre du laboratoire Sergal. Vous travaillez sur la direction de Mme Delphine Van Tempek. Tout à fait. Quel sentiment avant votre passage? Tout va bien? Vous l'avez écouté comme la dernière fois, en forme. Allez, on repart. Alors Samir, le titre de votre thèse est le suivant: le management du travail collaboratif en réseau numérique comme outil d'aide à l'innovation. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Un petit signe de la main au maître du temps et au pense. Bonne présentation. On a dit que pour innover, il fallait énormément d'argent. J'ai envie de vous poser cette question. Êtes-vous d'accord? Oui? Non? Oui? Non? Pas encore? Eh bien, moi, je ne le suis pas. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Mais avant, nous allons faire un tour de magie. Vous le voulez bien? Imaginez que vous avez des pouvoirs magiques.
des facultés, des rôles à jouer. Pas pour faire apparaître des petits lapins, mais plutôt pour innover. En revanche, j'ai remplacé la baguette magique par un outil de travail, et nous allons voir comment. Le souci, c'est que l'innovation n'est pas donnée à toutes les organisations. J'ai donc développé une méthode toute nouvelle qui va nous permettre de canaliser ces futures innovations. Je sais comment résoudre ce problème. Dans mon sujet de thèse, je travaille sur le management de l'innovation et je propose un système d'aide à l'innovation intégrable dans chaque entreprise. Mais mon travail ne se limite pas qu'à ce niveau. Pour cela, je passe par le travail collaboratif en réseau numérique, c'est-à-dire un outil que je développe et par lequel des gens travaillent et partagent des expériences et des connaissances. Et le plus important, vous savez c'est quoi? C'est de bâtir un réseau numérique, autrement dit, un groupe de personnes susceptibles de développer ou d'améliorer un produit. Vous me suivez? Prenons l'exemple de la petite PME du village, celle qui essaye tant bien que mal à s'imposer face à de grands groupes. Le premier problème rencontré va être celui de la connaissance. Et oui, la recherche et développement, ça coûte énormément d'argent. Ma démarche va être celle de la mise en relation entre plusieurs acteurs, des salariés, des utilisateurs, des ingénieurs, des chercheurs. Et vous, oui, car votre avis m'intéresse. Pourquoi? Votre expérience, une fois analysée, va me permettre de dégager de la connaissance. En général, vous avez deux produits. Prenons l'exemple du paire de chaussures. D'une part, la nouvelle marque qui arrive sur le marché, toute nouvelle, toute belle, et qui a envie d'avoir des amis. Et d'autre part, la grande marque, comme celle à la virgule, qui regarde la petite marque de chaussures et qui lui dit « Hop, 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 stop, ne te mets pas mes côtés. Moi, je suis meilleur que toi. » Alors là, la grande marque, il ne faut surtout pas l'énerver. Évidemment que ce n'est pas juste. Et c'est là où j'interviens. On propose à cette nouvelle marque les moyens de rivaliser avec d'autres marques. Voilà, mesdames et messieurs, en quoi consiste la recherche? À proposer à ces petites et moyennes entreprises les moyens de rivaliser avec d'autres marques. Et le moyen le plus efficace passe par l'innovation. Finalement, pour la bonne nouvelle, d'autres voies de recherche vont être développées. Et on attend dans ce moment, le seul moyen, je pense, reste l'imagination. Car elle, et elle seule, peut nous mener à la découverte. Merci. Il nous reste deux candidats dans cette première partie. Et on va se rapprocher maintenant. Voilà. Il est en train d'arriver, vous pouvez déjà l'applaudir. Il s'agit de Nicolas Carpenter. Nicolas Carpenter. Alors Nicolas, vous êtes en deuxième année de thèse, rattaché à l'école doctorale 548 cette fois, et membre du laboratoire COSMER, laboratoire conception de systèmes mécaniques et robotiques. C'est ça. Vous travaillez sous la direction de M. Vincent Gênes. Oui. Et comment allez-vous? Ça va bien et toi? Très bien aussi, d'abord, très bien. Nicolas, vous allez avoir 180 secondes, le titre de votre thèse est le suivant. Métrique de performance pour l'évaluation de missions de véhicules sous-marins reconfigurables en zone de surf. C'est bien ça? Oui. Dès que vous vous sentez prêt. 2 secondes. Il me dit non, on ne peut pas maintenant. Alors, petit souci? Alors, bien tout ça, je pense qu'on peut en profiter justement pour dire toute l'équipe technique a dû se mettre pendant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont préparé l'ensemble du système a été préparé en une journée, c'est quand même un établissement pour eux. Il faut applaudir ça aussi. Et maintenant, c'est préparé. Les femmes et les enfants d'abord! La coque du navire vient de se briser contre un rocher. Pourtant, celui-ci n'apparaissait sur aucune carte. Si un robot sous-marin avait cartographié la zone, cet incident aurait pu être évité. Cette zone à risque s'appelle aussi la zone de surf. C'est le lieu où naissent les vagues et où les courants sont forts. Jusqu'à présent, aucun drone sous-marin ne pouvait aller dans cette zone. Pourquoi? À cause de la force de l'eau. Lors d'un bain de mer, vous avez certainement ressenti que les vagues et les courants sont tellement forts qu'ils vous déstabilisent. Eh bien, si notre corps est capable de se restabiliser, actuellement, ce n'est pas le cas pour les drones sous-marins.
Ceci constitue la problématique de ma thèse. Comment concevoir un drone sous-marin capable de naviguer dans cette zone de surf? Bon, déjà, on ne peut pas se permettre de perdre des prototypes à 10 ou 20 000 euros. On a donc recours à la simulation. La simulation, c'est un peu comme les jeux vidéo. Vous connaissez Mario? Un moustachu avec une casquette rouge? Quand Mario saute, Mario retombe. Ça vous paraît évident. Et pourtant, quelqu'un a programmé cette règle physique, celle de la gravité, dans le jeu. De la même manière, mon travail consiste à programmer dans un simulateur des lois physiques qui concernent les drones sous-marins, c'est-à-dire les interactions entre le fluide, l'eau, et le solide, le drone. Celles-là même qui font que vous êtes déstabilisé par les vagues. Évidemment, il faut que je prouve que les lois programmées dans mon simulateur correspondent à la réalité. Je relance donc des expériences en bassin que je reproduis dans mon simulateur. Ainsi, tout concepteur de drone sous-marin pourra venir vérifier si son drone est capable de naviguer ou non dans la zone de surf. Naviguer dans la zone de surf, c'est nous permettre de découvrir de nouveaux lieux. Ces drones sous-marins pourraient aider les océanographes dans leur recherche sur les écosystèmes côtiers, pour cartographier les bancs d'algues, les récifs coralliens, leur permettre aussi d'observer les animaux. Ils pourraient aussi nous permettre d'inspecter des installations marémotrices comme les usines marémotrices, ou encore nous permettre de découvrir de nouveaux sites archéologiques sous-marins. En somme, 20 000 mm sous les mers reste encore à découvrir. Et nous avons commencé déjà par une candidate, on va finir par une candidate, le tirage au sort l'a souhaité ainsi. On va se rapprocher des environnements marins maintenant également, on va y rester avec la prochaine candidate, Hélène. Effectivement, on accueille sous vos applaudissements Laure Jevaux. Bonsoir Laure. Vous êtes en deuxième année de thèse au sein du laboratoire de l'école doctorale à 548, mais du laboratoire MATM, matériaux, polymères, interface, environnement marin. Et vous travaillez sous la direction de M. André Margaillan. Tout va bien? Oui, ça va. On peut commencer. Laure, le titre de votre thèse est le suivant. Élastomère silicone hydrolysable, une nouvelle approche de revêtement antifouillis. Je le pense bien? Ça va. Alors, dès que vous vous sentez prête, je vais mettre du temps. Votre présentation. Merci. J'imagine que vous êtes tous familiers avec l'expression petite cause, grande conséquence. Eh bien voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'effet papillon de la salissure marine sur les bateaux. La salissure marine correspond à tous les organismes présents dans la mer, comme les algues, les crustacés, les mollusques, et qui colonisent les coques de bateaux. Alors vous allez me dire, cette salissure, ce n'est pas dramatique, il existe des problèmes bien plus graves sur Terre. Eh bien figurez-vous que c'est très très grave, car sur le long terme, cela aboutit à une surconsommation allant jusqu'à 40%, et de ce fait, cela contribue au réchauffement climatique. Alors évidemment, de nombreuses solutions ont déjà été trouvées, notamment les peintures anti-fouling. Anti-fouling égale anti-salissure. Ces peintures sont très efficaces. Tellement efficaces qu'elles tuent non seulement les espèces attachées au bateau, mais aussi celles qui se baladent tranquillement dans la mer et qui ne font de mal à personne. Ce qui les tue, ce sont des petites molécules toxiques contenues dans les peintures anti-fouling que l'on appelle biocides, autrement dit, des poisons pour les espèces marines. À partir de ce constat, il a fallu trouver des alternatives, parce que vous vous doutez bien que ça ne plaisait pas du tout à Mère Nature. Finalement, la solution idéale à l'heure actuelle, ce serait un revêtement anti-adhésif et auto-nettoyant, c'est-à-dire qui faciliterait le relargage de la salissure grâce à la force de l'eau. Donc pour vous expliquer un peu le mode d'action des revêtements sur lesquels je travaille, je pense qu'il est utile de se mettre à la place d'un petit crustacé. Donc le petit crustacé aimerait s'installer sur le coque de bateau. Donc il s'approche de la surface, il explore un peu par-ci, par-là, parce qu'il est méfiant quand même. La surface lui paraît calme, stable, sans mauvaise surprise. Du coup, il décide de s'y installer en sécrétant des substances gluantes qui vont permettre son adhésion. Et c'est là que mon revêtement va jouer son rôle. Son rôle, c'est d'agir comme un savon. Un savon quand c'est mouillé, ça glisse. Un savon quand c'est mouillé, ça se désagrège en petits morceaux. Et enfin, un savon, c'est amphiphiles, c'est-à-dire que
à la fois l'eau et les graisses. Et bien, ce sont ces trois propriétés qui définissent mon revêtement. Donc revenons aux crustacés maintenant. Ils réalisent que la surface est glissante, qu'elle part en lambeaux au fil du temps. Et qu'en plus de ça, elle aime l'eau et à la fois elle n'aime pas. Et ça, c'est ambigu. Alors là, le crustacé, il oppose sa vie. Il n'a qu'une envie, c'est de partir. Et bien c'est ça mon travail, de créer des surfaces inhospitalières. Bon, il faut que je précise quand même que mon revêtement n'est pas aussi simple à faire qu'un savon. En effet, il s'agit d'un matériau hybride qui évolue dans le temps. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai challenge. La belle fin de l'histoire, c'est que le bateau redevient propre, pas besoin de le nettoyer vu que la peinture, c'est comme un savon. Et enfin, le crustacé, lui, il retourne dans son milieu naturel en bonne santé. J'aurais donc fait ma BA pour la planète. Merci. Votre place également. Alors, mesdames et messieurs, on est arrivé donc dernier candidat. Nous allons maintenant procéder au vote. C'est à vous de jouer. Nous allons pouvoir débuter cette deuxième partie de la soirée en la couleur Madame Molcar, Anne Molcar, Elisabeth Murizacko et Virginie Denier, qui vous ont préparé une petite surprise pour l'ouverture de cette partie. Dites-moi, Madame l'enseignant-chercheur, vous avez attrapé un dangereux virus? Vous êtes obsédée par la recherche avec ferveur? Oui, la recherche est une passion de cœur. Mais elle demande synergie, appui des décideurs, l'état de l'art et la fraîcheur. Et vous travaillez malgré la canicule et la chaleur? Oh oui, ma raison d'être est dans la science et le labeur. Le labo est mon temple et ma demeure, il est ma vie, il est ma famille. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a de spécial, le chercheur? Le chercheur est un militant, investigateur. C'est un chasseur d'idées avec un esprit d'entrepreneur. Il quémande ses fonds chez les bailleurs pour que son pays atteigne les hauteurs. L'enseignant-chercheur est aussi un éducateur. Il prône le respect du métier et des valeurs, en formant les cadres, les masterants et les docteurs à l'esprit scientifique et à la rigueur, avec la suspension des jugements de valeur. Il est toujours à l'écoute des râleurs. Avec un esprit critique et sans aucune rancœur, il construit la société, ses adultes et ses mineurs. Mais à quoi riment tous ces efforts, Madame le chercheur? L'argent importe peu pour le chercheur. C'est surtout la notoriété, la splendeur. Au labo, on travaille sans aucun leurre. On y éprouve beaucoup de plaisir et de bonheur, en dépit des souffrances et des malheurs. C'est surtout le plaisir de produire et de créer qui est majeur. Seule obligation exigée des accréditeurs. Oh, vous, les chercheurs, vous travaillez tout le temps sans regarder l'heure. Le chercheur est un meneur, un accompagnateur et un facilitateur. Il est aussi un accoucheur. C'est un producteur de savoir et un médiateur. Il n'a droit ni au plagiat, ni à l'erreur. Il travaille dans le silence et la douceur. C'est sa publication qui se charge du bruit et des rumeurs. C'est la récompense des déboires et des lenteurs. Vous êtes alors des innovateurs, des créateurs, vous, les chercheurs? Il faut innover pour être ingénieur, construire des savoirs dans la tête des mineurs et des majeurs. Sinon, vous n'êtes qu'un simple ronronneur qui répète les savoirs programmés par des concepteurs. Et vous voyagez beaucoup, vous, les chercheurs? Le chercheur est un être par essence communicateur. Le partage du savoir, vous savez, a une grande saveur. Il nous fait oublier les déceptions, les sueurs et les douleurs. Le chercheur est un rameur, un véritable explorateur qui échange avec les pairs et les collaborateurs pour votre bien et le bien de notre pays. Eh bien, bravo! Alors bien, on va passer à la deuxième partie.
Alors, on va expliquer le déroulement avant toute cette deuxième partie. Donc vous avez de nouveau dans l'envie de site, vous allez revoter une fois, et cette fois-ci, ça va être pour les chercheurs confirmés qui vont concourir pour vulgariser, mais aussi leur recherche. En effet, David, c'est une nouvelle fois vous, le public, qui allez décider de votre candidat préféré. À la place de 180 secondes, ils n'auront que 360 secondes pour exposer leurs travaux de recherche. Et de la même manière, nous allons procéder à un tirage au sort pour déterminer l'ordre des candidats et candidates. Et nous allons commencer par une candidate qui effectue des recherches en gestion bilingue. Effectivement, on accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Isabelle Dermand. Isabelle, bonsoir. Vous êtes enseignante à l'IAE, Institut d'administration des entreprises, et chercheur au laboratoire CERGAM, Centre d'études et de recherche en gestion d'Aix-Marseille. Rappelons-le, c'est l'un des plus anciens centres de recherche français. Et l'intitulé que vous avez choisi, Isabelle, pour votre présentation est le suivant: de la recherche en gestion à la recherche de performance. C'est bien ça. D'un signe de la main sur votre droite, vous lancez le chrono. Votre présentation. Merci. Alors, on me demande souvent, c'est quoi la recherche en gestion? Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, j'ai 6 minutes pour vous le faire comprendre au travers de mon parcours personnel. Alors, quand on fait de la recherche en gestion, on ne scrute pas une molécule ou une cellule au microscope. Non, notre objet d'analyse, c'est l'entreprise. Comment elle fonctionne? Pourquoi elle dysfonctionne? Alors, en biologie, on va analyser le comportement d'une cellule quand elle est attaquée par un virus. En médecine, on va prendre la température d'un patient pour savoir s'il a de la fièvre. Eh bien, en gestion, si on veut savoir si une entreprise va bien ou mal, eh bien, on va analyser sa performance. Autrement dit, sa capacité à créer de la richesse, de la valeur. On va se demander qu'est-ce qui joue sur la performance d'une entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'elle va créer de la richesse ou non? Tiens, par exemple, vous connaissez tous Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple. Eh bien, quand il est mort, est-ce que ça aurait pu couler la boîte à votre avis? Eh bien, c'est justement ce genre de questions que je me suis posée dans mes premières recherches. Est-ce qu'un changement de PDG peut avoir un impact sur la performance de l'entreprise? Eh bien, quelle est la réponse? Après avoir travaillé longuement sur le sujet, eh bien, je vous dirais que ça dépend. Alors, ça dépend des circonstances. Si le PDG meurt subitement, c'est pas pareil que s'il part à la retraite. Ça dépend s'il y a un successeur ou pas. Et s'il y a un successeur, ça dépend si on le recrute en interne ou à l'extérieur de l'entreprise. Et puis ça dépend de l'entreprise elle-même, sa taille, sa performance, son secteur. Bref, c'est comme si on avait une énorme pelote de laine pleine de nœuds et qu'il fallait tout démêler. Et pour tout démêler, eh bien, il faut du temps, de la patience et surtout beaucoup de méthodes. Eh bien, faire cela en recherche, c'est adopter une démarche scientifique. Alors, c'est quoi une démarche scientifique? Eh bien, il y a 4 étapes. Dans une première étape, on va faire des hypothèses. Le médecin va dire, c'est une mononucléose. Moi, j'ai identifié une dizaine de situations types dans lesquelles je pouvais apporter une réponse claire. Par exemple, j'ai émis l'hypothèse que dans des entreprises faiblement performantes, un changement de PDG a un impact positif sur la performance, à condition d'avoir un successeur externe. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de faire des hypothèses, encore faut-il les prouver. Car, comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors dans un deuxième temps, on va collecter des données. Le médecin va demander des analyses complémentaires pour confirmer son diagnostic. Eh bien moi, j'ai recensé des informations sur plus de 300 cas de changement de PDG. Et pour cela, il a fallu éplucher la presse, consulter des bases de données, des annuaires. Parfois, les bases de données sont payantes, il faut trouver un financement. Parfois, il faut se déplacer pour aller chercher l'information. Et non, tout n'est pas sur Internet. Par exemple, il faut aller à la Bibliothèque nationale. Et pour avoir accès à la Bibliothèque nationale, il faut prouver qu'on n'a pas pu avoir les données ailleurs. Et une fois qu'on y est,
bien, il faut attendre patiemment que l'on veuille bien nous donner l'information, sans quoi notre recherche ne pourrait aboutir. Et oui, c'est ça aussi la recherche, c'est un vrai parcours du combattant. Alors dans un troisième temps, on va transformer les données en variables. C'est-à-dire qu'on va coder, mesurer. Par exemple, pour la performance, on peut prendre des mesures boursières, des mesures comptables, à court terme, à long terme. On peut aussi analyser l'évolution du cours de bourse. Le cours de bourse, c'est un petit peu comme la courbe de température, elle donne une indication sur la santé d'une entreprise. Et donc, dans un quatrième temps, eh bien, on va tester si la relation entre les variables est bien significative. Et pour cela, eh bien, on va utiliser des méthodes statistiques à l'aide de logiciels d'analyse de données. On peut par exemple utiliser la régression, pour citer la plus connue. Et quand on a fait tout ça, eh bien, vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, parce qu'il y a encore de nouvelles questions qui se posent. Par exemple, comment fonctionnent les mécanismes de contrôle au sein d'une entreprise? Est-ce que les conseils d'administration évincent bien les dirigeants qui sont incompétents? Ou encore, comment est partagée la richesse entre les différents acteurs d'entreprise? Outre les dirigeants, il y a les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs. Quel est le rapport de force entre ces différents stakeholders? Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de se poser toutes ces questions? Eh bien, ce qu'il y a de motivant dans la recherche en gestion, c'est que derrière l'entreprise, il y a des humains. Et que, en partie, grâce aux résultats de nos recherches, on peut faire changer leur comportement. Par exemple, des comités de sélection ont été créés au sein des conseils d'administration pour préparer la succession des dirigeants, parce qu'on a compris que cet événement pouvait fortement perturber l'entreprise. Bon, vous l'avez compris, la recherche, c'est jamais fini. Alors, moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore du pain sur la planche. Alors, n'oubliez pas de noter les informations sur chaque candidat, la première candidate qui vient de passer maintenant. On va se diriger, Mylène, maintenant dans un autre domaine. Domaine, un petit peu avec, entre autres, le sport, hein, c'est ça? Entre autres. On appelle Mathieu Gruet. Bonsoir Mathieu. Vous êtes chercheur au laboratoire LAMES. Oui, c'est ça. Motricité humaine, expertise, sport, santé. C'est ça. C'est bien ça. Et également enseignant à l'UFR STAPS. Tout à fait. Et concernant le titre que vous avez choisi pour votre présentation, la fatigue, c'est aussi dans la tête pour préserver ses racines. C'est ça? Oui. Super. Le signe sur votre droite lorsque vous souhaitez commencer votre présentation. Merci. Chacun d'entre nous a été et sera régulièrement au cours de sa vie confronté à la sensation de fatigue. Je m'intéresse particulièrement à la fatigue musculaire et à ses origines, une fatigue qui va être produite au cours de l'effort. Alors imaginez-vous, monter plusieurs étages, ou pour les plus sportifs, réaliser un marathon. Quels sont les facteurs qui vont objectivement contribuer à l'apparition de la fatigue et rendre ces exercices plus difficiles à réaliser? Afin de répondre à ces interrogations, on a coutume dans notre laboratoire d'adopter une approche neuromusculaire de la fatigue. Alors la fatigue neuromusculaire, on peut la définir simplement comme une diminution de force produite par un muscle. Vous réalisez un exercice, progressivement vous avez moins de force pour faire cet exercice, il est donc de plus en plus difficile. Voilà, c'est ce qu'est la fatigue très simplement. Afin d'identifier les origines de la fatigue, on peut schématiquement assimiler le système neuromusculaire à un arbre. Les branches, leurs innombrables ramifications et les feuilles, pourraient alors représenter la complexité des réseaux de neurones au niveau du cerveau. Le tronc pourrait être assimilé à la moelle épinière, et enfin les racines, solidement ancrées dans le sol, pourraient faire référence à nos muscles. Lorsqu'on réalise un effort physique, chacun de ces étages peut être défaillant et contribuer à l'apparition de la fatigue. Imaginez-vous, vous êtes en train de courir, progressivement la fatigue se développe, qui est le coupable? Est-ce le cerveau qui a du mal à générer sa commande motrice, la moelle épinière qui a du mal à la faire circuler, ou nos muscles? Bien en fait, ça dépend. Pour un individu en bonne santé, qui réalise un effort classique, comme pédaler ou courir, dans des conditions environnementales normales, on considère que c'est essentiellement le muscle qui va être défaillant.
avec une fatigue musculaire qui va s'installer progressivement, parce que votre muscle accumule des déchets, de l'acidité, donc il se contracte moins bien. Mais en revanche, on va voir qu'il existe des situations pour lesquelles le cerveau, progressivement, va être défaillant et contribuer à l'apparition de la fatigue. Tout comme un arbre qui va perdre ses feuilles au gré des variations climatiques, le fonctionnement des neurones d'un individu peut également être défaillant dans certaines situations. Par exemple, si vous faites un exercice en très forte chaleur, ou alors en situation de manque d'oxygène. Cette situation, vous allez la retrouver si vous faites un effort en très haute montagne, par exemple. Mais également chez certains patients, des patients qui vont avoir une maladie respiratoire très sévère, à l'origine d'une moins bonne captation de l'oxygène ambiant et donc d'une moins bonne oxygénation de leur cerveau. Chez ces patients, dans ces situations-là, on va donc avoir cette fatigue cérébrale qui va être problématique dans ces situations-là. Mais on peut également retrouver une fatigue cérébrale chez des sportifs. Imaginez par exemple des sportifs qui réalisent des ultramarathons, des disciplines très difficiles, on court pendant des heures. Dans ce cas-là, c'est le muscle qui va être très traumatisé. Le muscle va venir en informer le cerveau. Et en fait, le cerveau, il se met en sécurité et diminue sa commande vers les muscles pour éviter des dommages additionnels pour ce dernier. Donc effectivement, on peut considérer, et c'était le titre de ma présentation, que la fatigue, dans certaines situations, c'est dans la tête, notamment pour préserver ses racines, à savoir nos muscles. Alors, bien sûr, on peut considérer la fatigue comme un phénomène qui porte une connotation négative. Vous savez, on va toujours réduire la fatigue, la retarder. Mais sachez que paradoxalement, la connaissance des origines de la fatigue peut également servir à l'augmenter la fatigue, et ce, pour la bonne cause. Une fatigue qui augmente va être le reflet d'un muscle qui travaille plus. Vous connaissez tous le célèbre adage « no pain, no gain ». Ça s'adapte parfaitement au fonctionnement neuromusculaire. Un muscle qui ne travaille jamais, qui ne se fatigue jamais, ne va pas développer des adaptations positives, comme par exemple augmenter en volume, en taille. C'est exactement pareil pour votre cerveau. Si vous ne le sollicitez jamais, heureusement ce n'est pas le cas évidemment, mais si on ne le sollicite jamais, il ne va pas s'améliorer. Alors dans notre laboratoire, on cherche donc des stratégies pour tenter d'augmenter cette fatigue produite au cours d'un entraînement physique. Parce que si on doit systématiquement la réduire dans la vie quotidienne, cette fatigue, au cours d'un effort physique, on a vraiment intérêt à l'augmenter. Et on va utiliser dans notre laboratoire des doubles tâches. Des tâches à la fois motrices et mentales, réalisées simultanément, dans l'objectif de produire plus de fatigue. Alors imaginez une tâche mentale, par exemple, qui sollicite la mémoire de travail ou les capacités de calcul, comme jouer aux échecs ou certains types de jeux vidéo. L'idée, c'est que ces tâches-là, quand elles vont être réalisées sur des durées prolongées, elles vont induire un état de fatigue mentale, venir perturber certaines zones de votre cerveau, et vous allez avoir cette situation aussi de fatigue cérébrale. L'exercice physique, on l'a dit précédemment, ça peut induire aussi une fatigue cérébrale. Donc maintenant, imaginez, vous réalisez les deux en même temps. Vous allez donc produire plus de fatigue. Pourquoi? Parce que vous allez sursolliciter certaines zones du cerveau, à la fois sollicitées par l'exercice physique et par la tâche mentale. On produit donc plus de fatigue cérébrale, plus de fatigue musculaire, et tout ça avec le même entraînement physique. Donc on gagne du temps, et en plus on obtient des effets bénéfiques. On dit systématiquement, enfin du moins certains le sous-entendent, que les hommes ont du mal à réaliser deux choses en même temps. N'est-ce pas, mesdames? J'espère que cette présentation, au moins pour vous, messieurs, vous motivera maintenant à tenter de prouver le contraire en réalisant ces doubles tâches. Merci. Nous allons déjà passer au troisième candidat. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Christian Nguyen. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian, vous êtes enseignant-chercheur en informatique, affecté à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Toulon. Et vous êtes également membre du laboratoire IMAT, Institut de mathématiques de Toulon. Et le titre de notre présentation est le suivant, de l'image au modèle. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est à vous de jouer, le chrono est avancé par un signe de la main. Bonne présentation. L'informatique, vaste sujet. Ce soir, je ne vais vous parler que d'images numériques.
En imagerie numérique, vous avez deux possibilités. Soit extraire de l'information depuis une image, soit à partir d'informations, créer une image qui va illustrer cette information. Notre travail, l'objectif de nos recherches, c'est d'offrir des indicateurs pertinents aux médecins dans le contexte de la circulation sanguine à partir d'images médicales. Comment est-ce que l'on s'y prend? Eh bien, on va reconstruire une géométrie en 3 dimensions et on va simuler l'écoulement d'un fluide dans cette géométrie à partir de simples images médicales. Au départ, on a commencé modestement avec des images en 2 dimensions, des angiographies. Alors c'est un examen clinique relativement intrusif puisqu'il faut injecter dans le système circulatoire du patient un produit de contraste, de l'iode, et on utilise un appareil à rayon X pour obtenir une image dont la qualité est très discutable. Donc on a opéré d'abord, de la même façon que vous pour les passionnés de photos, on a utilisé les algorithmes de traitement de photos pour améliorer cette image. Dans quel but? Dans le but de détecter automatiquement les parois de l'artère, en l'occurrence ici une carotide, prise dans le plan vertical. Une fois que cette amélioration de l'image est faite et le contour identifié, on va construire une carte des distances. Alors qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien on va associer aux millions de points de l'image une information de distance. La distance la plus courte à la paroi la plus proche. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans cet ensemble de points, ce sont les points qui vont apparaître, qui sont apparus en rouge sur l'image, sur l'angiographie. Ce sont les points qui sont à égale distance de la paroi, des parois de notre artère. Alors là, on a atteint un petit objectif en informatique, c'est de concentrer un maximum d'informations dans le minimum de données. Pourquoi? Parce que cet ensemble de points rouges constitue dans notre jargon un squelette, et que ce squelette va nous donner plein d'informations. D'abord, il constitue l'axe autour duquel nous allons effectuer des rotations pour reconstruire notre réseau sanguin. Il va nous donner aussi la position exacte des bifurcations de ce réseau sanguin. Et enfin, il va nous donner la direction d'écoulement lorsqu'on fera la simulation d'écoulement. Alors, au sujet de cette simulation d'écoulement, au point où on en était, on a utilisé un fluide dit newtonien. Bon, grossièrement, entre nous, vulgairement parlant, de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que sa viscosité est constante. Elle ne varie pas en fonction des contraintes que le fluide subit. Et ça nous arrangeait bien, vu qu'on avait déjà des millions de calculs à faire pour vérifier que notre écoulement se faisait dans les bonnes conditions. A contrario, le sang est un fluide non newtonien. Sa viscosité varie, heureusement pour nous, en fonction du diamètre des vaisseaux. Sa fluidité augmente si le diamètre diminue. Bon, fort de ces résultats, on a décidé de passer à la dimension supérieure. On est donc passé en vrai 3D. Ce que vous voyez derrière moi, c'est produit par un scanner, un appareil très coûteux, et au lieu de ne disposer que d'une seule image, on dispose d'une centaine d'images, qui correspondent à des découpes en tranches du patient. On a utilisé exactement les mêmes outils que dans la première partie. C'était ça l'avantage de notre approche, mais c'est présenté 2 difficultés supplémentaires. La première, c'est d'identifier d'une coupe à l'autre la position des contours de nos vaisseaux sanguins. Et la seconde difficulté, ça a été d'identifier la position des bifurcations de notre réseau sanguin. En effet, ces bifurcations peuvent apparaître entre 2 coupes. On a suivi un modèle, on a pensé que Dame Nature faisait bien son travail et souhaitait réduire au maximum ce que l'on appelle le coût de transport. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour transporter une masse, une certaine masse, sur une certaine distance. Ce type de problématique, vous la pouvez la rencontrer dans la vie courante. Lorsque vous êtes devant un rayonnage de votre bibliothèque, si vous avez un espace sur votre droite et que vous souhaitez ranger tous vos livres à droite, vous avez 2 stratégies. La première, c'est de prendre chaque livre et de les déplacer d'une petite distance sur la droite, de façon à réaligner vos livres. La deuxième stratégie, c'est de prendre un ensemble de livres à votre gauche et de leur faire parcourir toute la distance en une seule fois pour combler l'espace sur votre droite. Dans quel cas vous avez utilisé le moins d'énergie, ça reste à calculer. À l'heure actuelle, on met en place un serveur de fichiers qui va nous permettre de récupérer de façon automatique et anonyme des centaines d'examens cliniques effectués à l'hôpital de Toulon. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vous inviter à consulter systématiquement à l'hôpital de Toulon pour faire vos examens radiologiques. Je vous remercie. On remercie
merci. Et puis, Bilal, j'aimerais vous remercier également parce qu'on a beaucoup de monde ce soir. Je pense que tu peux le constater là. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Je pense qu'on peut applaudir grandement, s'il vous plaît, le service communication de l'université qui a fait un grand travail. Je vais repasser à la robotique avec la prochaine candidate qui est déjà parmi nous. L'applaudissez à toi, s'il vous plaît. Bonsoir Claire, vous êtes enseignante à l'IUT MLI, métier du multimédia et de l'Internet, et chercheur au COSMER, laboratoire conception de systèmes mécaniques et robotiques. Et votre titre, enfin le titre que vous avez souhaité pour cette présentation, c'est Perception en robotique sous-marine. C'est bien ça, vous avez 360 secondes. Le départ du chrono se fait à droite. Votre présentation. Bonsoir à tous. Bon, je ne vous vois pas beaucoup. Vous avez l'air de bien plus calme que mes amphis habituels, ça fait plaisir. Donc je vais vous présenter ce que je fais en recherche. On a l'habitude de présenter ce qu'on fait plutôt en enseignement. Donc là, je vais vous présenter ma partie recherche. Donc depuis peu, je suis chercheur en robotique et je suis chercheur en robotique sous-marine. Mon travail, ma thématique de recherche consiste à travailler sur la commande référencée sur la perception des robots. C'est-à-dire que j'essaye d'aider les robots à se déplacer en se référant à ce qu'ils perçoivent de leur environnement. Je m'intéresse à des petits robots sous-marins, à peu près de cette taille-là, qui se déplacent dans leur environnement en étant reliés à leur robot mère par un câble qu'on appelle un ombilical. Ce câble nous permet de nourrir le robot en énergie tout en ayant un retour d'information permanent avec ce robot. Donc en étant chercheuse en perception robotique, pour essayer d'aider ce robot à prendre des décisions, j'ai besoin d'abord de m'intéresser à ce qu'il perçoit. Donc la première démarche que j'ai faite, c'est de me demander si on met un robot sous l'eau, qu'est-ce qui se passe pour ce robot? Donc je vais vous inviter à venir avec moi. On va descendre avec mon robot sous-marin en Méditerranée sur une plateforme archéologique à 600 mètres. On va faire une petite exploration pour essayer de trouver, je ne sais pas moi, une amphore. Donc je vais mettre mon robot à l'eau. Voilà, je suis toute seule, on est deux, il est petit, je peux le mettre à l'eau. Et là, quand il est sur les flots, je peux lui donner une position à chercher à la surface, une position GPS pour se positionner au-dessus de l'endroit que je cherche à atteindre. À ce moment-là, il va entamer sa descente. Mais dès les premiers mètres, il va perdre son signal GPS. Lui, il connaît sa commande. Sa commande, c'est descendre tout droit, en dessous de toi, jusqu'à la station où tu recherches l'amphore. Le problème, c'est que dans les premiers mètres, il va être balancé par la houle et par les vagues formées par les courants, par le vent. Donc lui, ce qu'il va percevoir dans ses premiers mètres, c'est des images de ses caméras et aussi les courants. Il a des capteurs qui lui permettent d'évaluer un petit peu les courants qui se déplacent autour de lui. Il a aussi des capteurs qui lui permettent d'avoir un sens de l'orientation. Il va utiliser tous ces capteurs pour continuer à descendre et maintenir coûte que coûte son cap, tout en retournant les informations qu'il perçoit. Donc très vite, à 60 mètres, il fait nuit, on est obligé d'allumer les phares. Mais là, attention, si on allume plein phare et qu'il y a des suspensions dans l'eau, c'est comme allumer plein phare en plein brouillard. On ne voit rien du tout. Donc on va chercher à allumer ces phares de manière intelligente pour voir le mieux possible. Par exemple, continuer à longer l'amarre du bateau. À 300 mètres, en Méditerranée, on arrive à la thermocline. À cette profondeur-là, on quitte la douceur de la surface, on est dans le noir total, dans les abysses, on passe à 4 degrés d'un coup, mon robot est tout seul dans le fond et il doit tirer son câble tout seul pour arriver à 600 mètres. Je continue à percevoir ces informations qui sont de plus en plus floues. J'ai plus d'images, j'ai peut-être son cap, il s'aide de la gravité et de capteurs pour savoir s'il est toujours vertical ou s'il part un peu de travers. Malgré tout ça, les courants le ballottent de droite à gauche et mon robot essaye péniblement, tout en tirant son câble, d'arriver sur la station qu'il doit explorer. Et là, arrivé au fond de l'eau, à 600 mètres, la pression est telle que c'est comme si on avait mis sur sa tête 100 tonnes. Vous imaginez une baleine bleue sur mon robot? Une baleine bleue. Et lui, là, il doit explorer et aller trouver son amphore. Bien heureusement, au fond, il y a beaucoup moins de turbidité. Donc je peux rallumer plein phare, rallumer les caméras, paysage lunaire, je me repère avec, je sais pas moi, des petits reliefs, je repère un morceau d'épave, je repère le site archéologique que je dois explorer. Mais à ce moment-là, mon robot a été quand même très peiné par ce câble qui me permettait d'échanger d'informations avec lui. Mais moi, quand même, je suis pas prête à couper le cordon. Donc ce que je vais faire, c'est me demander à ce moment-là comment est-ce qu'on peut faire pour conserver cet intérêt du câble qui lui livre de l'énergie et me permet de rester au bout du fil, tout en l'aidant.
Et bien là, on a eu une idée. On s'est dit, ce câble, il apporte de l'énergie. Mais elle n'est pas tellement limitée, cette énergie, puisqu'elle est sur le bateau. Donc ce que je pourrais faire, c'est rajouter sur ce câble autant de petits robots que je veux. Finalement, pourquoi pas mettre un robot tous les 50 mètres, tous les 10 mètres? Allez, un collier de robots que je déplierai comme ça, autant de petits frères que nécessaire pour aider ce robot à faire sa mission. Alors là, on a pensé à une notion, on a inventé la cordée de robots. On s'est dit qu'il allait falloir mettre toute une cordée de robots, mais dans ma cordée à moi, c'est pas le leader qui tire les autres robots, mais c'est tous les petits frères qui vont aider le leader à remplir sa tâche. Et puis l'avantage, c'est que si le leader se coince ou échoue, eh bien, il suffit de couper. Et puis on continue à remettre des robots. De toute façon, c'est tous les mêmes. Et donc, c'est là, une fois que ce concept est posé, que mon travail de chercheur en robotique commence. Maintenant, il va falloir, une fois que j'ai cette cordée sur 600 mètres, travailler sur sa modélisation mathématique, faire intervenir les théories du contrôle, pour essayer que cette cordée de robots se déplace dans l'espace exactement comme je le souhaite, et me donne un magnifique capteur distribué de 600 mètres, qui me capte des images depuis la surface jusqu'au fond, de la pression depuis la surface jusqu'au fond, et si tout va bien, j'aimerais bien emmener ma cordée de robots, explorer des cénotes au Mexique, explorer, je ne sais pas, des grottes sous-marines au Brésil ou dans d'autres pays, et surtout être capable d'aller dans des cavités et en ressortir tout en restant constamment en contact avec mon petit robot et tous ses petits frères. Merci. L'illustration n'est pas de moi, elle est de Pierre Stroman, que je souhaite remercier. Voilà. Merci. Alors, bien, on va passer maintenant à un autre rubrique, vous serez le comité chef, c'est ça? Avec Pierre-François Cuerano. Bonsoir, Pierre-François, pardon. Oui, c'est ça. Vous êtes enseignant à l'UFR Lettres et chercheur au laboratoire Babel. Exactement. Alors, je le rappelle, Babel est un laboratoire pluridisciplinaire qui se développe dans le domaine des langages, des littératures, des civilisations et des sociétés. Exactement. C'est bien ça. Le titre de votre présentation est le suivant, ce que vous avez choisi, c'est l'expédition Lewis Clark à la croisée de l'It. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On vous laisse faire, si bien votre droit quand vous souhaitez. Bonne présentation. Merci. Le 20 juin 1803, Thomas Jefferson, alors président des États-Unis, adressait au capitaine Lewis les instructions officielles qui marquaient le départ de l'expédition Lewis et Clark, un périple extraordinaire qui allait mener une trentaine de personnes, des militaires, des trappeurs, des femmes amérindiennes et un esclave, de la ville de Saint-Louis au rivage de l'océan Pacifique. Alors les buts de cette expédition, c'était non seulement de découvrir une voie navigable à travers le continent nord-américain, mais aussi d'effectuer un relevé précis des régions traversées, dans la lignée des grandes expéditions scientifiques de la fin du XVIIIe siècle, comme celle de Cook ou de la Pérouse. En effet, à l'époque, l'ouest du continent était encore largement inexploré, et les mythes avaient la vie dure. Parmi eux, le passage du Nord-Ouest. Ce passage du Nord-Ouest, c'est un fleuve légendaire qui était censé s'écouler jusqu'au Pacifique, au milieu de vastes plaines. Et à l'époque, il importait de savoir vraiment si ce fleuve existait ou non. Lewis et Clark, les deux commandants d'expédition, ont mené leur tâche à bien, et ils ont même tenu des journaux tout au long de leur expédition, fort précieux pour le chercheur. En partant de Saint-Louis, ils ont remonté le cours du Missouri, puis ensuite ils ont traversé des terres inhospitalières pour arriver au fleuve Columbia, puis à l'océan Pacifique. Cependant, la Columbia, au cours parsemé de rapides, n'était pas le grand fleuve tant espéré, et Lewis et Clark avaient donc contribué à prouver que le passage du Nord-Ouest, eh bien, n'existait pas. À leur retour à Saint-Louis, ils ont été acclamés en héros. Mais leur expédition a ensuite été représentée comme un échec, précisément parce qu'ils n'avaient pas découvert ce grand cours d'eau navigable. Cependant, ce voyage en terre inconnue ne s'est pas arrêté à son retour. Et l'expédition a connu des fortunes différentes tout au long des décennies suivantes, et c'est ce voyage que je vous propose aussi. En effet, dans le cadre de mes recherches en sciences humaines, plus précisément en civilisation américaine, je m'intéresse à l'écriture de l'histoire et à la manière dont un événement peut être occulté ou mis en avant suivant un contexte différent,
voire atteindre le statut de mythe, c'est-à-dire des faits qui ne se mettent pas en question, contrairement au débat permanent qui agite les faits historiques. L'expédition de Lewis et Clark, moins connue en Europe qu'en Amérique, se prête idéalement à cela. Et, dans le cadre de mes recherches, je me suis attaché à l'étude de leur représentation. Alors, ici, pour l'étude de leur représentation, c'est intéressant puisque le travail du chercheur, c'est non seulement de trouver des représentations, vous voyez, pertinentes, c'est-à-dire dans des bibliothèques, des archives, des ouvrages, ou même justement dans des catalogues, mais il faut également, vous voyez, rassembler tout cela en une construction intellectuelle qui est sens et qui traduit un profond mouvement de pensée. Parce que les images aussi, elles ont une histoire à nous raconter et elles éclairent l'expédition d'une façon différente. Alors, si tout au long du XIXe siècle, l'expédition a été occultée, on peut en identifier les raisons. Tout d'abord, l'attitude envers les Amérindiens, assez conciliante, ne s'accordait pas avec la politique menée à l'époque par le gouvernement américain. Et également, il y avait d'autres héros qui occupaient le devant de la scène. Mais il y a eu un changement en 1890, ça a été la fermeture officielle de la frontière. C'était une idée imaginaire qui montrait l'avancée de la civilisation, entre guillemets, de l'Atlantique au Pacifique. Et dans ce cas-là, ça a traduit un nouveau cycle historique dans lequel l'expédition Lewis et Clark a été réhabilitée et reconnue. Mais cependant, elle était reconnue pour autre chose, puisque auparavant, comme on l'a vu, elle répondait à des besoins d'ordre scientifique et commercial. Or, désormais, elle a été interprétée non plus comme l'aboutissement de la pensée des Lumières, mais elle a été interprétée comme un prélude à la conquête de l'Ouest. Donc vous voyez, du fait de sa position charnière, elle a été greffée sur le cycle historique suivant, pourrait-on dire. Et ce sont justement les représentations qui permettent de prouver cela. Au début du XXe siècle, on a une grande ressemblance avec les représentations et l'idéologie de la destinée manifeste qui postulait que les États-Unis devaient s'étendre d'est en ouest. Mais la figure centrale de la résurgence de cette expédition, ça a été une indienne, une amérindienne, qui s'appelle Sacagawea. Et les journaux la mentionnaient à seulement 4 ou 5 reprises, mais elle a été considérée ensuite comme le guide de l'expédition, celle qui a mené l'expédition vers le Pacifique. Et ça montre vraiment qu'un fait peut être réhabilité, même voire élevé au rang de mythe, car Sacagawea est devenue une icône au sein de la culture populaire américaine, puisqu'il y a même une pièce de $1 qui a été frappée à son effigie en l'an 2000. Et cet exemple montre que, en fait, l'étude de ces représentations, ça dépasse le domaine de la peinture pour rendre compte d'un grand mouvement d'ensemble. Vous voyez, c'est dans la culture populaire. Et alors, parfois, enfin même souvent, le passé est réinterprété toujours à la lumière du présent. Vous voyez, parfois, des scènes marquées par une tension en quelques décennies d'intervalle, dans des tableaux qui se font écho, ça peut laisser place à une scène idéalisée. Et, regardez, un épisode récent des Simpsons a même tourné le parcours de Lewis et Clark en dérision. Ainsi, cette expédition se situe bien à la croisée des mythes. Héritière d'une conception préétablie du territoire, elle en a donné une autre image, qui a ensuite servi l'épopée de l'Ouest américain. Et l'écriture de l'histoire nous livre ainsi des informations capitales sur les modes de pensée qui structurent nos sociétés. Et, dans ce domaine, le voyage est loin d'être terminé. Où se situe la vérité historique? Où commence la légende? Autant de fils qu'il faut toujours veiller à démêler. Messieurs, n'oubliez pas de noter toutes les informations que vous pouvez faire justement les chercheurs, puisqu'il reste 3 candidats. Il y a 3 candidats, on va passer à la candidate maintenant. À la 6e candidate, Francesca Chitaro. Francesca, bonsoir. Vous êtes chercheur au LIS, Laboratoire d'information. LIS, Laboratoire d'information et des systèmes, et enseignante à l'IUT GE2I, Génie électrique et informatique industrielle. On le rappelle que, donc, il faut rappeler, le LIS est une nouvelle structure issue de la fusion de 2 UMR, le Laboratoire d'information fondamentale de Marseille, le LIF, et le Laboratoire des sciences de l'information et des systèmes, le L6. C'est bien ça? Voilà pour les informations laboratoire. On passe maintenant au titre, puisque vous avez 360 secondes, je le rappelle. Le titre c'est « Mais, au fait, reste-t-il encore quelque chose à prouver en maths ?» Vous avez 360 secondes, c'est à vous de lancer le chrono. Votre présentation. Bon, alors je m'appelle Francesca et je suis chercheuse en maths.
Et normalement, quand j'ai dit ça, les gens sont un peu douteux, sont un peu gênés, commencent à me voir un peu bizarrement, et parfois quelqu'un trouve le courage de poser la question. Mais au fait, est-ce qu'il y a encore quelque chose à chercher à maths? Et la question est légitime parce que j'imagine les gens ont étudié peut-être les théorèmes de Thalès, les théorèmes de Pythagore à l'école, au collège, mais après ils n'ont pas vu vraiment des maths. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent de moi dans mon labo? Qu'est-ce que je fais toute la journée? Je suis une sorte de comptable avec plein de chiffres autour. Bon. Alors, c'est pour répondre à cette question que je vais un peu vous raconter mon dernier travail. Ce dernier travail est lié à l'imagerie médicale, à l'IRM qu'on passe quand on a par exemple un problème orthopédique. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vais d'abord modéliser les systèmes, c'est-à-dire vous dire de quoi on parle. Vous savez que le corps humain est composé par 70% d'eau. Et vous savez aussi qu'une molécule d'eau est composée par un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et probablement vous savez aussi qu'un atome d'hydrogène est un nucléus positif et un électron négatif qui lui tourne autour. Peut-être, ce que vous ne savez pas, est qu'un nucléus d'hydrogène, lorsqu'il est immergé dans un champ magnétique, se comporte comme s'il était une petite aiguille aimantée. Une petite boussole, par exemple, c'est-à-dire il est sensible au champ magnétique et il va s'orienter en suivant le champ magnétique. Et c'est exactement ça le phénomène qui est exploité lorsqu'on passe une IRM, c'est-à-dire notre corps humain est dans ce tube, il y a un champ magnétique, les nucléides d'hydrogène vont tous s'orienter, vont restituer un signal au capteur, et après c'est en analysant ces signaux qu'on va avoir une photographie du corps humain. Alors vous comprenez que pour avoir cette photographie du corps humain, il faut savoir comment se comporte une aiguille aimantée lorsqu'elle est immergée dans un champ magnétique. La première étape est faire une modélisation, c'est-à-dire trouver une équation qui vous décrit comment cette aiguille aimantée va bouger. Normalement, c'est les physiciens qui font ça. Et par exemple, si on a une aiguille aimantée et un champ magnétique vertical, l'équation est assez simple, c'est celle-là qui est derrière, et le comportement est aussi simple. L'aiguille aimantée commence à tourner, comme si c'était une petite toupie. Mais qu'est-ce qui se passe si mon champ magnétique n'est pas uniforme? Par exemple, il change avec l'espace, il change avec le temps. Dans ces cas-là, l'équation est beaucoup plus compliquée. Et ce n'est pas garanti qu'on sache la résoudre. Alors c'est à ce point-là que les physiciens normalement cherchent l'aide des mathématiciens. Parfois, on sait quelle est la réponse. Parfois, on n'est pas capable de dire quelle est la réponse, mais on peut se contenter de donner des solutions de type qualitatif, c'est-à-dire est-ce que je peux toujours amener une aiguille en position verticale? Si mon champ magnétique est maximum en Tesla, est-ce que je peux ramener mon aiguille en position verticale en moins d'un seconde, etc., etc., etc. La discipline qui s'occupe de ça est la théorie de contrôle dont Claire a déjà parlé. Et c'est la discipline, ma discipline dans laquelle j'ai fait ma recherche. Alors, quand mon ami physicien est venu me demander, écoute, moi j'ai ce problème de IRM et j'ai besoin de ramener mon aiguille aimantée en position verticale, voire forte de la théorie du contrôle, je lui ai donné une réponse. Mais mon ami physicien m'a dit, mais dans un corps humain, il y a 1 milliard, des milliards, des milliards de molécules d'eau. Et il faut toutes les ramener en haut. Alors moi j'ai dit, mais ça fait rien, ce qu'on fait pour un, on le fait pour l'eau, on le fait pour quoi? Il faut juste mettre un champ magnétique derrière chaque molécule. Et lui m'a dit, mais non, dans les tubes où on met les corps humains, le champ magnétique est unique. On ne peut pas choisir un pour chaque molécule. Ah ouais. Ah, c'est ça les problèmes. D'accord. Alors j'ai réfléchi, je fais quelques calculs, j'ai regardé un peu, et finalement, ça y est, j'ai trouvé. Je l'appelais, je lis, et je lui ai dit, oui, la solution existe. Vous savez, nous les mathématiciens, on aime beaucoup dire que la solution existe. Et lui, il m'a dit, mais moi, je sais déjà que la solution existe, mais je veux savoir quelle est la solution. Ah,
Ah d'accord. Je veux aussi savoir la solution. Bon, alors, j'ai réfléchi, j'ai fait quelques calculs, j'ai eu une idée, elle était fausse. J'ai eu une autre idée, j'ai harcelé des collègues, j'ai demandé, finalement, on y est arrivé. On y est arrivé, j'ai donné la réponse à mon ami physicien. Et à ce point-là, il y a mon chef qui me tape sur l'épaule, mon chef en grand mathématicien. Et il me dit, oui, Francesca, d'accord, toi, tu as trouvé la solution pour 1 milliard, des milliards, des milliards de molécules, c'est quand même un nombre fini. Qu'est-ce qu'on peut dire pour un nombre infini de molécules? Et moi, la solution, je ne l'ai pas. Et c'est pas que moi qui ne l'ai pas. On est encore en recherche, alors je voudrais bien être celle qui donne la solution et peut-être vous la raconter l'année prochaine. L'océanologie. Je pose un chercheur. Avec Stéphane Boulier qu'on accueille. On applaudit alors encore une fois, cher public. Stéphane, vous êtes chercheur au laboratoire IO, Institut méditerranéen d'océanographie. Oui, c'est d'océanographie, pardon. Non, d'océanographie aussi, d'accord. Ça va. Ouais, Et enseignant à l'UFR Sciences et Technologies. Oui, tout à fait. Et c'est pas quelque chose de votre présentation. Et le suivant, impact de l'activité humaine en milieu côtier, exemple de la radio Toulon. Exactement. C'est à vous, je vous vous souhaiter votre présentation. Maître Fouras. Merci. Donc, je suis ici pour vous parler, bonsoir d'abord, de l'impact anthropique sur les zones côtières. Alors, dit comme ça, c'est pas très sexy. Mais je vais en fait vous parler de la rade de Toulon. Hein, vous l'avez vu parce que vous y habitez ou parce que vous l'avez peut-être visité, puisque vous êtes ici. C'est une des plus belles rades d'Europe, paraît-il. Donc, autour de cette rade, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle est entourée de plein de choses, notamment de villes. Vous avez la ville de Toulon, Carqueiral, Pradé. Il y a aussi des activités industrielles, des activités navales. Vous avez le port, vous avez la marine, vous avez aussi d'autres activités industrielles plus ou un peu moins marines, on va dire. Vous avez aussi une activité touristique. Tout ça montre qu'autour de cette rade, on a une activité économique. Les hommes y vivent, ils y travaillent, mais aussi ils y polluent. Et le travail de recherche que je vais vous présenter, qui n'est pas uniquement mon travail de recherche, mais un travail de recherche de toute une équipe, c'est l'étude justement de cet impact, de cette pollution qui arrive à la rade de Toulon. Alors, il faut d'abord déterminer les différentes sources qui arrivent à la rade. Alors, il y en a plusieurs. La première, la plus évidente, c'est les stations d'épuration, c'est-à-dire nos rejets à nous, qui sont traités dans les stations d'épuration, mais malgré tout ça, il y a quand même des produits chimiques qui passent au travers de ces stations d'épuration, notamment les médicaments, les pesticides, qui vont traverser tout le système d'épuration et arriver à la mer. La deuxième source de pollution, c'est également la pollution liée à l'activité économique, principalement la marine, ou les bateaux. Mais pas forcément vis-à-vis des gasoils ou des eaux grises, comme vous pouvez vous y attendre, mais en partie à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la thèse en 180 secondes, des peintures anti-fouling, qui vont relarguer des produits à l'intérieur, voire dans la mer, et qui vont avoir des impacts sur l'environnement chimique et biologique de la rade. Et enfin, il y a une troisième source qui est moins évidente, c'est l'activité urbaine. L'activité urbaine, c'est tout ce qu'il y a dans la ville. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais les pneus qui sont sur la route laissent des traces de caoutchouc, vous avez les aérosols qui sont dans l'air, vous avez tout ce qu'on laisse sur les parkings, les huiles, etc. Et quand il pleut, tout ça est rabattu dans l'eau et envoyé dans les rivières. Les rivières atterrissent dans la rade. Et donc c'est là où on va intervenir pour quantifier cette pollution. Alors comment il faut faire pour quantifier cette pollution? Bien, en recherche, en tout cas en environnement, il va falloir établir une stratégie, définir quand est-ce qu'on va la chercher, au bout de combien de temps, s'il faut faire toutes les heures, toutes les demi-heures. Et là, on a une deuxième difficulté. Les deux fleuves qui arrivent dans la rade, c'est
Le La, c'est les gouttiers. Ce sont des oueds. Ça veut dire que tout au long de l'année, il n'y a quasiment pas de flux, et d'un seul coup, quand il pleut, ils vont enfler et transporter tout un tas de particules, tout un tas de choses dans la rade, accompagnés de tous les polluants. Tous ces polluants, on va les prélever, essayer de les analyser, et quand ils arrivent, ils vont, pour la plupart, tomber dans les sédiments. Et on s'est attaché plus particulièrement à étudier les sédiments de la rade de Toulon. À l'aide de la marine en particulier, et de TPM, il faut l'avouer, on a pu prélever environ 50 points, c'est les petits points que vous voyez sur la carte là-haut, à l'aide de carottiers. Deux types de carottiers. Si on veut prélever très profond, on peut prendre des Kuhlenberg, ce sont des gros tubes d'acier sur lesquels on envoie 500 kg de poids, paf! Ils vont rentrer dans le sédiment et on va retirer entre 1 mètre et 1,50 m de sédiment. Les carottiers un peu plus légers vont nous permettre de déterminer environ, de prélever environ 60 cm de sédiment. Qu'est-ce qu'on fait de ces sédiments? L'intérêt des sédiments, vous voyez, c'est que, en fait, chaque année, on a un petit dépôt des polluants. Et donc, lorsqu'on va les prendre, on va les couper, petit morceau par petit morceau. Millimètre par millimètre, j'exagère. Demi-centimètre, et puis après centimètre, etc. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, en descendant sur la carotte, on va avoir une histoire de la pollution de la rade de Toulon. D'accord? Chaque petit morceau va être prélevé, va être analysé, pour donner à la fin les cartes que vous avez ici. Hein? Vous avez une carte où on voit que l'état de la rade paraît catastrophique. Ici, c'est l'exemple du mercure. Mais en fait, si vous regardez en fonction de la profondeur, qui est le petit graphe au côté, vous voyez qu'en surface, on a beaucoup moins de mercure. Donc en fait, depuis des années, grâce aux politiques et à la législation, on pollue beaucoup moins. Et l'état de la rade s'améliore. L'état de la rade s'améliore, mais malgré tout, il faut faire attention. Parce qu'on a d'autres polluants qui arrivent, comme les polluants organiques, qu'il faut aussi détecter. Donc il faut tout surveiller. Alors ça s'améliore, mais vous allez me dire, oui, mais il y a un petit pic aux alentours de 15 cm, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un des résultats de la recherche qu'on a menée, c'est qu'on a 2 mm de sédimentation par an. Vous imaginez, tous les ans, on a 2 mm, ce qui n'est pas énorme. La pollution est à 15 cm. Si vous divisez 15 cm par 0,2, vous vous retrouvez à la Seconde Guerre mondiale. Les sédiments emmagasinent et enregistrent les pollutions que vous avez produites dans la rade. D'accord? Un sédiment, c'est une bombe à retardement environnemental. D'accord? Donc, si on veut sauvegarder notre belle rade de Toulon, il faut que l'on continue à faire des efforts et surtout qu'on essaye de ne pas trop remuer le sédiment. Et quand on le faire prudemment pour ne pas laisser un cadeau empoisonné aux générations futures. Je vous remercie. Alors, on va passer au dernier candidat. On va nous noter cette fois-ci tout petit, c'est les nanosciences. On est accueillis sous vos applaudissements. Alexandre Perlen. J'étais un peu inquiet, là je passe en dernier, je croyais que tout le monde était endormi, mais je suis rassuré, apparemment tout le monde est encore bien chaud là, vous êtes encore tous là? Excellent, Alexandre. Vous avez encore participé, hein? Allez. Alexandre, vous êtes membre du laboratoire IM2MP, Institut Matériaux, Électro-Électronique, Nanosciences de Provence. C'est cela. Et enseignant à l'UFR Sciences et Technologies. Sciences et Techniques, pardon. Voilà. Votre laboratoire regroupe principalement des physiciens, des chimistes et des micro-électroniciens. Exactement. Et le cycle que vous avez choisi, c'est, je vais essayer de vous concentrer, attention, spectroscopie ultrasensible. Exactement, c'est ça. C'est là où vous jouez. Sur votre droit, commencez le chrono, 360 secondes. Bonne présentation. Allez, c'est parti. Bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis physicien à l'IM2MP. Je travaille sur l'interaction entre la lumière et la matière. Je fais de la spectroscopie ultrasensible, ce que je vais essayer de vous expliquer pendant ces 6 minutes. Alors, la spectroscopie, comme on l'a fait, comme je vous ai dit, je travaille sur l'interaction entre la lumière et la matière. On va envoyer un faisceau lumineux sur un échantillon qu'on veut analyser et on va récupérer un spectre. Alors, la spectroscopie, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez ici un exemple de série américaine, je pense que vous avez les plus jeunes, je pense qu'ils ont dû l'identifier dans la série. C'est quelle série ça? Et le personnage c'est? Ah oui, vous savez sans doute beaucoup mieux que moi, parce que je crois que j'ai jamais vu cette série. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas la série en elle-même, vous regardez pour la télé, c'est pas la série en elle-même, c'est l'appareil qui est juste derrière elle, puisque c'est un spectromètre.
Exactement. Et c'est avec cet appareil-là qu'elle va analyser des échantillons qui ont été prélevés sur des scènes de crime, et elle va pouvoir ainsi, avec ce spectromètre, identifier des matériaux comme des poisons, des explosifs, et puis elle est très fière de cet équipement, et puis elle dit toujours qu'elle est capable, on va dire par exemple, prendre un exemple, hein, sur un mégot de cigarette, elle est capable d'identifier la présence de rouge à lèvres, d'identifier la marque de ce rouge à lèvres, et puis ainsi de pouvoir confondre une possible meurtrière. Bien. Donc ça, c'est le premier exemple qui parle aux plus jeunes. Et puis le deuxième exemple, c'est l'exemple de la bande dessinée, là, qui parlera aux plus jeunes, dans leur tête. Voilà, c'est... La bande dessinée, c'est... Ah, c'est... Je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Donc c'est... Tintin, c'est l'étoile mystérieuse. Alors vous avez le professeur Calice, hein, qui est une caricature de chercheur, hein, bien évidemment. J'ai rien à voir avec le professeur Calice, hein, rien à voir. Et ce qu'il est en train de tenir entre les mains, l'espèce de code barre, c'est le spectre de météorite qui s'approche de la Terre. Et donc, en regardant ce spectre, hein, qui peut vraiment être considéré comme un code barre, hein, comme une empreinte digitale, comme l'ADN du matériau qui constitue la météorite, il va comparer ce spectre, ce code barre, il va le comparer à une bibliothèque de spectres de matériaux qui sont connus et qui existent sur Terre, et il va pouvoir dire la météorite est constituée de tel ou tel matériau. Alors ici, dans ce cas-là, dans ce cas précis, hein, le spectre qui mesure la météorite ne correspond à aucun matériau connu sur Terre. Et donc, il décide fort modestement, hein, puisque vous savez que nous, chercheurs, on ne travaille pas pour l'argent, hein, on travaille uniquement pour la gloire, et qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il décide fort modestement de baptiser ce matériau de son propre nom. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur la modestie des chercheurs. Donc vous comprenez bien, hein, que cette analyse spectrale, hein, c'est remonter, quand on étudie un matériau, remonter à l'empreinte digitale, à l'ADN, quelque part à la saveur du matériau qu'on cherche à analyser. Donc quand on mesure le spectre d'un échantillon, on est capable de déterminer le matériau qui constitue l'échantillon. Alors le problème, c'est que souvent, hein, on aimerait bien pouvoir faire cette analyse sur des molécules ou différents types de matériaux qui sont présents en très faible quantité. C'est le cas, par exemple, ça peut être des polluants dans l'eau de mer, ou ça peut être des médicaments qui sont présents dans le sang, des substances interdites, des psychotropes, etc. etc. Dans ces cas-là, la molécule qu'on veut analyser est présente en très faible quantité. Et donc, pour comprendre la difficulté d'obtenir le spectre, je vais prendre un exemple qui va parler à tous les tout-venus, je pense, hein, c'est l'exemple du pastis. Alors, vous savez tous, hein, je ne lancerai pas de débat sur ce sujet-là, vous savez tous que quand on prépare un pastis, hein, à consommer avec modération, hein, je précise. La bonne proportion entre l'eau et le pastis, c'est 5 points. 5 volumes d'eau pour un volume de pastis. Alors imaginez-vous en été, vous voulez vous servir un pastis, pas de chance, votre beau-frère est passé avant vous, vous savez qu'il est passé avant vous, vous dites voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Et bien quand vous allez voir la bouteille, il vous reste, si vous respectez la proportion de 5 points, de quoi vous servir un dé à coudre. Allez, allez, frustration terrible. Imaginez que moi, dans le pastis, je puisse mettre une poudre de perlimpinpin qui fait que la saveur reste la même, même si vous diminuez le taux de dilution. Si vous passez à 10 points, 20 points, 50 points, 1000 points, la saveur est toujours la même. Ça, c'est le problème de la sensibilité. Moi, quand je fais de l'analyse spectrale, je veux mesurer le spectre de molécules qui sont présentes en très faible quantité. Je travaille sur l'interaction entre la lumière et la matière. La poudre de perlimpinpin que je vais mettre pour amplifier le signal spectral, ce sont des nano-antennes. Ces nano-antennes vont amplifier le signal de diffusion optique, la signature spectrale de la molécule qu'on veut étudier. Et c'est ce que vous voyez ici. Le spectre, vous voyez que le spectre en mauve est beaucoup plus intense que le spectre en rouge. C'est pourtant la même molécule qui est présente dans les mêmes quantités. Et dans un cas, je n'ai pas utilisé de nano-antenne, le signal est très faible. Et dans l'autre cas, j'ai utilisé ces nano-antennes et le signal est beaucoup plus intense. Donc je suis capable de détecter de cette manière-là des molécules qui seraient présentes en très faible quantité. C'est-à-dire que si je reprends l'image de la ville, elle est très fière de dire qu'elle peut détecter la présence du rouge à lèvres et la marque du rouge à lèvres sur un mégot de cigarette. Et bien moi, avec mon spectromètre, avec mes nano-antennes, je suis capable de dire non seulement qu'il y a du rouge à lèvres, mais de dire en plus que la personne a mangé la veille. Parce que j'ai tellement gagné en sensibilité, je suis capable de détecter des molécules qui sont présentes en très faible quantité. Donc ça marche très bien pour l'analyse spectrale.
Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour le pastis, j'ai rien trouvé. Et donc, c'est toujours à consommer avec modération si vous tenez à votre choix et à votre permis de conduire. Merci. Merci à l'école. Puisque nous allons lancer le prix, la remise des prix, s'il vous plaît. Nous allons commencer par le prix du public des doctorants. Et pour ce faire, je vais appeler les deux directrices de l'école doctorale, 509 et 548. Sous l'applaudissement, s'il vous plaît. Et de votre questions et de votre et vous avez encore un peu plus fort. Alors nous voudrions d'abord féliciter, remercier à nouveau les 9 doctorants qui ont participé au concours de ma thèse en 180 secondes et qui ont refait l'exercice ce soir, et remercier aussi leurs formateurs parce que évidemment ça a été une préparation quand même à ce défi, et donc nous souhaitions les remercier. Nous souhaitons aussi remercier le service communication, remercier également les deux gestionnaires des écoles doctorales, Stéphanie et Patricia, et toutes les personnes qui les ont aidés pour organiser cette manifestation. Merci beaucoup. Donc nous allons remettre le prix du public ce soir pour la meilleure présentation de vulgarisation pour les doctorants. Alors nous vous précisons que les doctorants ont fait cet exercice mi-mars lors du concours et que l'ensemble des doctorants à ce moment-là a reçu un prix. Mais nous avons gardé le prix du public pour ce soir. Donc ce soir, nous ne remettons que le prix du public. Alors, le prix du public est décerné à Laure. Comme si tu t'y attendais pas. Fais comme si tu t'y attendais pas. Merci à tous, merci au public. Je voulais évidemment remercier mon laboratoire, ma PM, je suis fière de le représenter. Également, je voulais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, moi et les autres doctorants, dans ce concours de ma thèse en 180 secondes, donc notamment Madame Moutou, Madame Moutou, etc. Je ne vais pas tout citer, je vais oublier sinon. Voilà, donc c'était une expérience super. J'ai pu rencontrer d'autres doctorants très sympathiques, vraiment, c'était super. Quoi d'autre ? Je remercie également tous mes amis qui sont venus me supporter, le public entier, et évidemment mes directeurs et directrices de thèse, M. Margaillan, Mme Bressy et Mme Lejar, parce qu'ils m'ont un peu poussé à faire ce concours. À la base, je ne voulais pas le faire, étant donné que j'avais une peur bleue du public. Voilà. Donc, merci à vous. Et maintenant, on va poursuivre donc, par le prix du public des chercheurs confirmés cette fois. Et je vais appeler la vice-présidente de la recherche à l'Université de Toulon, Mme Anne Volcar. Alors moi, je n'ai pas pu prendre de notes parce que je n'arrive plus à écrire. Donc je voulais évidemment répéter encore tous les remerciements qui ont été faits par le président et par Elisabeth et Virginie. Ça semble peut-être facile, mais ça demande un énorme travail de préparation, donc au niveau technique, au niveau de la communication, au niveau de la publicité, au niveau de la réalisation, au niveau du changement de salle de dernière minute. Tout ça, voilà, c'est vraiment le résultat d'un travail d'énormément de personnes à l'université. Je voulais remercier les doctorants, effectivement, qui ont répété cet exercice
au moins 2 fois. C'est pas facile. Et les enseignants-chercheurs. Alors voilà, on n'a pas voulu leur dire que c'était un challenge et que c'était une battle avec les jeunes enseignants-chercheurs. On a essayé de... ils avaient la pression, parce que c'est vrai qu'en voyant les doctorants, ils se sont dit qu'il ne fallait pas qu'ils se ridiculisent. Et ils ont été excellents. Ils se sont prêtés au jeu et ce n'est pas le même exercice que celui de notre métier d'enseignant et de chercheur. Donc bravo à tous, j'ai été ravie de vous accompagner pendant ces semaines, insister pour que vous veniez répéter, pour que vous preniez conscience de ce que c'était. J'ai passé vraiment un très bon moment. Enfin, je vais remercier, alors j'espère, franchement je remercie tous ceux qui m'ont aidé à l'organiser. Mais il y a quand même donc d'abord Elisabeth qui a porté avec moi cette soirée. Et après il y a une personne, alors c'est quelqu'un qui se reconnaîtra, qui depuis 3 ans insiste pour que je transforme les journées scientifiques en quelque chose comme ce soir. Donc chaque année il me dit ah mais les journées scientifiques quand même, il faudrait l'ouvrir au public, il faudrait faire quelque chose. Moi je lui dis non, mais les scientifiques, il faut qu'on parle entre scientifiques. Et alors il revient les suivantes, il me dit ah mais les journées scientifiques quand même, tu vois, il faudrait faire autre chose. Et puis cette année je lui dis bon allez, on fait un truc, on va suivre ma thèse en 180 secondes et en plus on va faire ça avec les enseignants-chercheurs. Donc j'ai nommé Eric Chauzu, le directeur du service communication. Merci. Je vais quand même vous donner donc le résultat pour la meilleure présentation des chercheurs confirmés. Et donc le vote a été serré, mais donc le prix du public a été décerné à Francesca. Exactement, que pensez-vous de cette expérience? Alors, il y a plein des lycéens là, ici. Alors, si vous avez apprécié, inscrivez-vous à main, parce que la physique, faites de la science. Super. On va applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On va appeler maintenant, s'il vous plaît, en fait, l'ensemble des enseignants-chercheurs qui ont participé au concours. On va les applaudir bien fort, ils vont nous rejoindre sur scène. Encore plus fort, je vais envoyer encore plus fort.